fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. You freak niggas played out, get fucked and ate out. Oui. What's up, guys? Bienvenue à La Clé de Bras, votre podcast sportif. Gabriel Paquin ici au micro en compagnie de Charles le Viking Rondeau et Maxime, le prêtre galant. Comment ça va, les boys? Oh, le prêtre galant. Ouais. C'était pas le maître, ça? Ouais, mais maintenant, c'est le prêtre. J'en ai un à chaque podcast. J'adore ça. D'ailleurs, mon sanctuaire est le sport. Donc, on se retrouve ici dans mon hôtel. Oh my God. Quelle belle référence. Bon, mais aujourd'hui, on va parler des actualités du sport dans la MMA. Comme d'habitude, on va avoir la gâchette facile avec les 10 questions à mes deux collègues. Et on va aussi faire le breakdown du UFC 225 avec comme combat principal la revanche de Yoel Romero contre Robert Whittaker pour le titre des champions du monde. Je suis excité. Restez avec nous, on est live. With the broke Mac, it won't spray right. Don't give a fuck who they hit, as long as the drama's lit. Yo, overnight thugs, papier. All right. Bon, mais guys, c'est là, on est là. L'été est officiellement arrivé, je pense que je me suis baigné tout à l'heure. C'est la date officielle quand tu te baignes. Je pense pas que je me... Non, ça fait longtemps que je me baigne, mais mon sang des îles de la Madeleine est habitué... Elle est à combien? Elle doit être à 60. Je te dirais que c'est pas le temps de faire un concours de verge en sortant de la piscine, mais bon. Ça rafraîchit. À réfléchir, ça c'est sûr, à 60. Alors, mettons que ça fait des belles siestes. Fait que, Parlant de sieste, Vitor Belfort, là... Wow, quel amené de sujet. Ouais, Quel amené de sujet. Chuck, t'es... Et vlan dans les dents. Oui, c'est sur le menton. Fait que, pour le monde qui ne sait pas de quoi qu'on parle, c'était le combat de retraite de Vitor Belfort qui affrontait Lyoto Machida au Brésil. The Dragon. Lyoto, tu l'aimes bien, hein, The Dragon? C'est ça de mes préférés. Ouais, hein? De son époque, c'est un de mes préférés. Il y a un orthodoxe pas mal comme... Oui, mais ouais, c'est le fun d'avoir... Il n'y a pas vraiment de modèle. C'est un gars qui a gardé vraiment ses racines de karaté, puis qui a évolué dans le monde des arts martiaux mixtes, mais qui a vraiment, tu vois vraiment son background de karaté. Là, autant que des gars comme mettons, Anthony Pettis, tu sais que lui a fait du taekwondo, mais tu regardes Lyoto Machida se battre, tu dis, lui, il a fait du karaté. Mais je pense pas que c'est ça le but. On va moins parler de Machida, on va parler de Vitor Belfort, la légende. C'était son combat de retraite. Malheureusement, Lyoto Machida a fait la même affaire à lui qu'il a fait à Randy Couture pour son combat de retraite. Et c'est vrai. Anderson Silva avait fait à Belfort. À Vitor Belfort, mais c'était pas pour la retraite, mais pensez 2 secondes. Randy Couture, c'était son combat d'adieu contre Lyoto Machida, puis il avait fait le crane kick, le même kick que dans Karate Kid. Écoute, d'après moi, il a dit, hey, est-ce que tu te demandes comment qu'elle goûte ma plante de pied? Je vais te la faire goûter. C'est-tu un bon exemple de gars qui s'est pas retiré assez vite? Mettons, Vitor Belfort? Moi, je pense la sauce un peu, non? Moi, je pense qu'il a tiré la sauce. Honnêtement. Parlant de sauce, il était peut-être plus à la sauce. Oui, exactement. Mais c'est ça, tu sais. D'après moi, il n'y a pas... faut pas que tu oublies que ce gars-là, il a commencé à 19 ans. Il a commencé à 19 ans, il a 41 ans. Fait que, écoute, je suis pas un bac en mathématiques, là, mais ça fait 22 ans qu'il fait ça. Là. Ouais. Ça fait il s'est battu contre, dans Pride, surtout, contre les meilleurs. Il y avait passé le KO à Vanderlei Silva en dedans de 44 secondes. Oui. Il a battu, je pense qu'il s'est déjà battu aussi contre il s'était battu Tito Ortiz, me semble, je pense. Je sais pas, je pourrais pas te le confirmer. Je sais qu'il avait donné une bonne leçon à Frank de Tank Abbott aussi. Mais ce qui est impressionnant quand même, la carrière de Vitor Belfort, c'est que dans les 22 années qu'il a compétitionné, y a-tu déjà été en dehors du top 10? Je pense pas. Certainement pas du top 15. Mais il a toujours été un peu, peut-être pas dans la course, mais dans les discussions. Ouais. Ça n'a jamais été un gars... tu sais, il y a des gars en fin de carrière que des fois tu te dis, mettons comme Tito Ortiz, tu te dis, mais il est en fin de carrière. Vitor Belfort a quand même toujours été dangereux. Là. Très dangereux. Dans la première minute du combat,
C'était la tempête qu'il fallait que tu évites là, au début. Exactement. Si tu étais capable de l'amener à un certain point, son énergie n'était plus capable de suivre, peut-être que tu pouvais trouver des solutions pour le battre. Mais si tu n'arrivais pas à survivre à cette tempête-là, tu étais parti pour un rodéo, mon ami. C'est lui qui a passé le plus proche de battre John Jones. Exact. Il y avait, je pense, qu'il tiré Avec le le clé de ligament bras. dans le bras. Oh, il a brisé le bras, non? Le clé de bras. J'irais pas jusqu'à dire Il qu'il y a a un brisé le mouvement bras. dans le bras, dans la soumission qui Hyper à l'œil extension. est... Je pense qu'il Ouais, avait ouais. subi une hyper extension du bras. Ouais, je pense que Chuck a raison là-dessus. C'est une hyper extension. Mais j'avoue que Chael Sonnen a passé proche aussi, mais on en parlera une C'est autre pas fois. pareil. Mais bref, on salue quelle belle carrière illustre. C'est triste un peu de se retirer sur une note comme ça, mais comme tu faisais part tantôt, au moins il l'a fait devant ses partisans. Avec un collègue d'arts martiaux mix du Brésil brésilien aussi. Euh, Je pense que ça met un peu un baume sur la plaie du résultat. T'imagines-tu, il se fait knocker par Colby Covington. C'est pas la même catégorie, mais c'est pas contre une légende. Ouais, mais c'est juste la plaine contre personne connaît le nom puis oublié dans exactement. un Là, combat. au moins, il est parti. Il est parti pas dans la gloire, mais je pense qu'il est parti avec un minimum de dignité pour un gars qui s'est fait knocker. C'était pas un knockout violent non plus, dans le sens que oui, il est tombé knockout, mais il s'est relevé puis il était pas. Il est revenu à lui-même assez rapidement. Il n'y avait pas la position Non, c'est zombie ça. avec les bras dans les airs. Les orteils étaient pas croches. Là. Disons qu'il a envoyé un deuxième souffle à sa carrière quand que la UFC ont implanté le système de remplacement de testostérone, TRT, qu'ils appellent. Ça a comme donné. Je pense que c'est lui qui en a profité au maximum dans tout le roster du UFC. Là. Ouais, Écoute, mais c'est ça. TRT Vitor, c'était pas le même gars que... C'est un autre animal. Mais tu le vois, aussitôt que USADA est devenu, dans le fond, ceux qui testent officiellement, tu l'as vu tout de suite juste dans la shape à Vitor Belfort. Il a vieilli rapidement. Il était rendu mou, il y avait des petites tétises. It is what it is. Comme dirait Georges Saint-Pierre. It is what it Il y a eu is. beaucoup de Brésiliens qui ont, depuis que USADA sont arrivés, beaucoup de Brésiliens qui sont fait pogner, puis c'était des champions qui ont perdu leur titre. Il y a beaucoup. Renan Barao, je pense qu'il s'est fait flaguer. Renan Barao, un des bons exemples, qui était ce gars-là, il est invaincu pendant 6 ans, 8 ans, je pense. Il était dans le mix pour être le meilleur pound for pound à un certain moment dans l'UFC. Absolument. Et en plus, il finissait la majorité de ses adversaires dans une catégorie comme les 145, 135. 145, parce qu'il me semble qu'il se bat à 155 en ce moment, non? Ben, il avait perdu contre... Je pense qu'il se bat plus. Dans mon livre à moi, le meilleur pound for pound contre TJ Dillashaw. Oh, TJ Dillashaw. TJ Dillashaw est à Chuck ce que Luke Rockhold est à moi et ce que Demetrius Johnson est à... Demetrius, je pense. Lui, c'est lui qui s'est poussé de ce combat-là contre TJ. C'est ton gars, ça? En fait, TJ, d'après toi, il est plus content de se battre contre Garbrandt ou contre Demetrius? Je pense qu'il aurait aimé ça contre Demetrius plus. Non. Moi, je pense que... La monnaie n'est pas la même. Là. Demetrius contre Johnson... Garbrandt, ça va signer un gros montant. Demetrius Johnson, il a juste peur d'avoir des pay-per-view. Là, fait que... Bon. Mais parlant de ça, il y a Verdum aussi dernièrement qui s'est fait... il a testé supposément... Il s'est fait flaguer. Flagué par USADA. Fabricio Verdum. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Dans une catégorie comme les poids lourds, ça doit tellement être dur de... Tu sais, comment je peux dire ça? Les substances que le monde prenne, souvent, sont pas juste pour aider les performances, mais sont souvent pour aider le recovery time. Pour aider la période que tu reprends sur toi-même. Tu n'as plus besoin de te reposer pour te remettre de tes exercices physiques. C'est ça, tes tissus, les lésions que tu fais à tes tissus quand tu t'entraînes se régénèrent plus rapidement. Ouais. Oui, ça te donne un avantage, mais c'est pas, mettons, comme des stéroïdes anabolisants où c'est que ça, au moment même de la performance, ça te donne un edge sur quelqu'un. Mais en quelque part, un edge, c'est un edge. T'sais, si tu es capable de récupérer plus rapidement après ton entraînement, ça te donne quand même un avantage que les autres n'ont pas. Puis je pense qu'au fur et à mesure que ta carrière avance, quand tu es rendu dans la quarantaine, tu fais ce sport-là, ça fait tout près de 20 ans. Un sport qui évolue rapidement aussi, là, je veux dire, c'est pas la même chose que 20 ans. Les jeunes te rattrapent déjà avec un niveau de talent, d'éducation versus les sports, les arts martiaux mixtes différents. Juste de suivre le rythme des jeunes qui poussent. C'est un rythme effréné. Excusez-moi, il n'y a pas un sport qui a évolué rapidement de même.
À part peut-être, mettons, le snowboard, qui a évolué incroyablement, mettons, dans les 20 premières années de vie. Là. Mais, chaque sport évolue différemment. T'sais, comme au hockey, il y a eu une grosse évolution rapide avec les gardiens de but pendant un certain temps. Là, à un moment donné, là, c'était plus la vitesse, l'accrochage. Ça change. Tous les sports changent, dans le fond. C'est juste le combat ultime, ça change assez rapidement. Ouais, parce que tu prends des gars qui sont sur la première carte du UFC, il n'y en a pas un qui aurait un contrat signé aujourd'hui. Peut-être un. Royce Gracie. Le seul. Non, c'est pas vrai. Vitor Belfort. Il était sur la première carte? Non, mais je pense qu'il était dans la UFC 3 ou UFC 4. Mais c'est quand même fou. Dans le fond, on parle de ça, puis Vitor, oui, là, il était là dans les débuts. Et il y avait encore, mais lui, il a évolué avec son combat contre Vanderlei, je pense que c'est un billet signature pour le UFC quand il promouvoit la compagnie. De voir, c'était UFC, right? Ouais. C'était à Pride. Contre Vanderlei, c'était Pride. Mais maintenant, c'est pas grave parce que Pride appartient à UFC. Fait que Pride UFC, c'est la même chose. Parlant de deal, ESPN, UFC, ils ont fait un gros contrat à ESPN. Ils vont être le diffuseur officiel à partir de janvier. C'est ça. Fox, justement, ils étaient dans leur dernière année de contrat cette année, puis ils ne savaient pas s'ils allaient renouveler, mais ça a été fait avec ESPN? Oui, c'était fait. Ça, à partir de janvier 2019, ça devient en vigueur, et puis c'était beaucoup d'argent. Ça doit être... je sais pas. J'ai hâte de voir pour l'auditeur qui suit ça sur Fox ou ainsi de suite. Ça va être quoi les conséquences au niveau de l'utilisation? Est-ce que ça va être des postes privés, des postes payants? Mais c'est ça. Ici, au Canada, ESPN, on l'a-tu? Je ne sais pas. Je pense pas qu'on l'a. Je pense qu'il y en a certains, mais je pense pas que on a TSN. On a TSN. C'est la version anglaise de RDS. On a Sportsnet, mais de mon souvenir, je pense pas qu'on a ESPN, mais... Tu sais, Fox, ça reste c'est un public network. C'est un public net... une chaîne publique. Si tu n'as pas besoin d'être abonné, ça vient avec un package, tandis que ESPN, je pense que c'est considéré comme une chaîne payante. Fait que justement, c'est quand même... C'est gros aux États-Unis aussi. Là. C'est super gros, mais c'est quand même intéressant de voir la portée des auditeurs qu'ils vont avoir. T'sais. J'ai hâte de voir, parenthèse rapide, avec les nouveaux contrats de télédiffusion, à quel point que ça va changer dans un avenir proche. Parce que là, on dépense des millions puis des millions de dollars. En fait, puis j'imagine qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui ne paye pas nécessairement de l'argent pour voir des événements sportifs mondiaux, qui vont sur Internet, qui trouvent des façons de faire. Ça va être quoi pour les câbleaux distributeurs, la façon de contrer ça? Il faut qu'il y ait une approche avec le matériel disponible, gratuite, plus intense. Je vais te dire, c'est quoi leur porte de sortie? Justement, ils viennent de... Le seul endroit au Canada où tu avais le droit de diffuser dans les bars et les restaurants des événements sportifs qui étaient, mettons, pas sur des chaînes payantes comme pay-per-view, c'était au Québec. Ici, le droit de diffuser pour une chaîne, c'était approximativement, je pense, autour de 60 $ par mois. Puis là, ils veulent monter ça à pratiquement 800 $ par mois, par chaîne, pour avoir le droit. Mettons, si tu veux faire jouer la game de hockey dans ton bar, là, ben, ça va te coûter 800 par mois, par chaîne. Ils essaient d'aller chercher de l'argent quelque part d'autre. Ils vont chercher de l'argent quelque part d'autre, mais là, c'est une claque au visage des restaurateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui seront juste pas capables de payer. Il y a des restaurants qui vivent un peu de la diffusion de programmes sportifs, beaucoup. Effectivement. La cage au sport, quand il n'y a pas de partie de hockey... Ça le dit, hein, la cage au sport. Non, mais c'est ça. S'il n'y a pas d'événement sportif à la cage au sport... à moins de raison. Ça va juste être la cage. C'est rendu juste la cage à faire. D'accord, brasserie, resto, bar. La case brasserie sportive. C'est direct ça. Mais ils ont payé 300 millions par année pendant 5 ans à ESPN quand même. Ça fait 1,5 milliard, ça. Hein? Quand même. Mais c'est pas grave. Quand même, hein? By the way, ESPN, c'est / le réseau de LeBron James. Ça a l'air qu'il est tout le temps sur ESPN. C'est Je sais pas, je suis pas un grand amateur. Je suis pas le basketball, mais de ce que j'entends, ses performances en série cette année sont historiques. Impressionnantes. Ouais. J'aimerais ça. Je sais qu'il était impressionnant contre les Raptors, mais on le salue. Salut LeBron. Tu penses-tu qu'il serait capable, mettons, avec un entraînement de UFC? On en parlait l'autre jour, moi. Imagine-toi s'il y a un gars avec un physique comme ça, mais un gars avec un physique comme ça, une stature comme ça, dans l'UFC, aïe, parce qu'il fait quoi, LeBron James?
C'est ça. Puis je dis des chiffres de même, puis je m'avance. Il bouge comme un chat. Il est vite. Il est rapide, il est athlétique. Exact. Lui, en fait, LeBron James aurait pu, dans plein de sports, être un athlète exceptionnel. Je pense qu'il est genre trop grand pour jouer au baseball. Au ping-pong. À la limite, Aaron Judge, ça a l'air d'être capable de jouer au baseball, ce gars-là. J'avoue, Aaron Judge fait 6 pieds 7. C'est un monstre. Lui, s'il avait décidé de jouer au basket aussi. Bon, on est rendu dans LeBron James, on s'écarte un peu. Exact. Là, on parlait de ESPN, tout ça, mais ça peut-être ça l'annonce la fin de du show Ultimate Fighter. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense qu'ils veulent comme juste passer à d'autres choses. C'est peut-être quelque chose qu'ils ne voulaient pas que ça soit dans le deal ESPN ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'ils ont fait le tour aussi de toutes les manières que tu peux promouvoir ce show-là. À un moment donné, il faut t'amener ils ont fait plusieurs recettes. Je veux dire, tous les combattants qui n'ont jamais perdu. Canada contre Australie. Oui. Toi, tu l'écoutes plus souvent que moi. Là. Moi, j'ai pas écouté toutes les saisons. C'est rendu... Moi, je pense que la raison pourquoi qu'ils vont mettre un terme à ça... Peut-être juste une pause aussi. Là. Non, mais je pense que The Ultimate Fighter, c'était un véhicule pour populariser le sport. Tu voyais des amateurs grandir, tu avais des histoires. C'est un peu comme la version La Voix de je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends ça, mais c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est une télé-réalité. Tu veux suivre, tu veux t'attacher. Tu vois l'arrière de la scène. L'arrière-scène, tu veux t'attacher. Mais je pense qu'ils sont rendus assez populaires que ce que ça leur amène versus ce que ça leur coûte de produire ça. Peut-être, oui. Je pense que c'est pas lucratif. Je pense que maintenant, ils ont le vent dans les voiles. Dans la première saison, dans le combat final, quand Forrest Griffin t'a affronté... C'est ce qu'il y a. Je ferai un spécial à un moment donné, Stephen Bonner. Merci. C'est le nom que je cherche. Forrest en français, c'est-tu Forêt? Tu l'appelles-tu Forêt Griffin? Non, ça s'appelle pas pareil. Forrest Griffin, il y a deux R dans son nom. Et Forrest, c'est juste un. C'est juste en anglais. C'est un nom juste anglophone. Oui. Mais bref, on va voir ce que ça nous réserve sur ESPN, mais... En attendant, on a un Fight Night demain. Je dis demain, je voudrais dire dimanche, en fait. Dimanche. Pour pas divulguer nos jours d'enregistrement. Il faudrait pas que le monde sache qu'on fait ça le samedi. Mais oui, Darren Till contre Stephen Thompson. On n'en parlera pas trop parce que du temps qu'on va diffuser, ça va être passé. Mais donner une petite opinion rapidement sur déjà que Darren Till a manqué le poids. Et pour la quatrième fois. Et peut-être que le combat aura même pas lieu du temps qu'on diffuse, parce que Darren Till, vu qu'il a manqué le poids... Moi, je pense que c'est vraiment du bluff. Là, tu penses que c'est du bluff? Il est chez eux, c'est le hype, puis c'est la carte d'affiche, le combat d'affiche. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait à dire qu'il n'est pas capable d'atteindre les demandes à Stephen Thompson? Essayer de jouer dans sa tête, c'est la seule affaire que je jouais. Ça peut le stresser. C'est un move à la Colby Covington, pas un move à la Darren Till. C'est un beau bluff parce que déjà que tu as manqué le poids dans ton domicile à 3,5 livres, si nos informations sont bonnes, c'est même pas proche. Déjà, tu perds un peu la face devant ton public. Ton adversaire, pour ceux qui n'ont pas su la nouvelle, a imposé un poids limite le soir du combat. Tu n'as pas voulu respecter la limite de poids à la pesée, mais Thompson a dit « Je veux pas que tu déposes 188 livres. Je pense que c'est le chiffre qu'on a vu. Parce qu'il serait en droit de refuser. Exact. Il pourrait annuler le combat puis quand même recevoir l'argent pour s'être présenté. C'est pas une cote qui est comparable à... Non, mais Stephen Thompson, il doit quand même être assez bien rémunéré. Il devrait être correct. Je pense pas que tu peux refuser non plus un chèque de combat qui doit être assez intéressant avec une possibilité de Fight of the Night à 50 000 $. T'as pas le droit de faire ça. Non, c'est une plaie dans le sport. C'est pas un move de fighter, surtout mais c'est pas un move professionnel. Tu veux dire de manquer le poids? Imagine Georges Saint-Pierre. C'est comme Georges Saint-Pierre à son retour au Québec contre Carlos Condit à Montréal. Il fait pas le poids. Ça fait pas de sens. C'est ridicule. C'est pas la crédibilité. Et surtout, je pense que ça peut venir mettre un petit peu une tâche sur ta victoire. Mais c'est Mackenzie Dern. Elle avait pas fait le poids de 7 livres. Mais oui, tu gagnes par KO, mais là... Non, elle a gagné par soumission. Elle a gagné par soumission? Oui, mais elle a brassé. Elle a brassé l'autre. Là. Tu vois que physiquement, elle était vraiment plus forte. Là. Mais là, ça vient teinter ta victoire un peu, parce que le monde dit, oui, on sait bien, si tu as manqué le poids de 8 livres, là.
Ben, c'est ça, mais c'est pour ça qu'à cette heure, c'est nouveau. J'ai jamais vu ça, des genres de petits deals qui font « OK, tu fais pas le poids, on va mettre demain à telle heure. Faut pas que tu sois plus que tel... » C'est la première fois que je vois ça aussi. Moi, avec c'est la première fois que j'entends ça. Puis je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que tu as voulu manquer le poids. C'est pas vrai que ça va être un avantage à la fin de la journée pour toi. Exact. Parce que lui, il peut pas se réhydrater à 100% jusqu'à demain. Là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il dit qu'il sera pas capable de respecter la demande et les engagements qu'il a pris envers Stephen Thompson. Je sais que peut-être vous écoutez sûrement l'émission puis le combat est fait, mais je m'engage. Je suis pas mal convaincu que Stephen Thompson, c'est un combattant, c'est un fighter. Peu importe ce qui va arriver dans les 24 prochaines heures, le combat va avoir lieu. Après ça, il va y avoir une discussion à avoir, j'imagine, au niveau des bourses, au niveau de l'importance du combat dans la hiérarchie de la division aussi. Je pense que c'est important de regarder ses poches, mais aussi la hiérarchie. Je peux pas me faire dépasser au classement par un gars qui pourrait me battre en ayant 10 livres, de 5 livres de plus que moi. Et surtout que c'est pas la première fois qu'il manque le poids. 4e fois. Je prédis, je sais que quand vous allez l'écouter, ça va être déjà fait, mais je prédis Stephen Thompson par KO. J'aime ça. Stephen Thompson par victoire. Stephen Thompson par victoire. Tu veux pas t'engager là-dedans? Non, moi, Stephen Thompson par défaite. Moi, je pense que ça va être par décision. Mais bon. Parfait. Mais bon, oh my God, je viens de voir sa face, c'est quoi? Oh my God. Ton boy. Ton combattant préféré, on peut dire ça de même. On en a parlé au dernier podcast en plus, de ce combat-là. C'est peu dire ton combattant préféré, t'étais presque en amour avec. J'ai un man crush. C'est ton combattant préféré ou c'est ton man crush? Son man crush, c'est son combattant préféré. Les deux? C'est pas... Fight of the night et performance of the night. Performance Écoute, of the night. Je sais pas... Non, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que c'est mon combattant préféré, mais je commence à... J'avais de sortir du... T'es en train de faire des auditions pour un autre. Ouais, exactement. Mettons que je suis peut-être sur Tinder, ça slide avec un autre nom, là, tu sais. Exactement, là, avec une photo de chat, là, sur mon profil. Fait qu'il se battra pas contre Gustafsson, maintenant, ça c'est... une bonne nouvelle pour lui. Exactement, et étant un gars qui affectionne particulièrement Luke Rockhold, je suis pas déçu. Parce qu'il est blessé à la jambe. Moi, je suis déçu pour Gustafsson. Ça veut dire qu'il se retrouve avec pas d'adversaire dans une limite de temps rapprochée. Son adversaire qui devrait être son adversaire logique, selon moi, selon la hiérarchie de la division, se bat plus dans cette division. Il va se battre contre Miocic dans un combat de ceinture dans la catégorie des heavyweight. Ouais. Il se bat, Gustafsson se revire puis il veut se battre contre qui à partir de là? Tu le mets contre qui? Ben, le pire, c'est que c'est qui le dernier? Anthony Johnson? Mais non. Il sortira pas de retraite. C'est ça. Mais, si Cormier gagne, il n'aura pas le choix de revenir dans sa division. Je m'excuse, mais Gustafsson, depuis... c'est qui le dernier combattant d'importance qu'il a battu? C'est ça que je me demande. On s'est posé la question la dernière fois, mais... Il n'y a pas de sortie de gros noms, mais quand on épluche la division, il n'y a pas une dizaine de gros noms non plus. Non plus, mais les derniers adversaires, tu donnes qui? Vince Saint-Preux? Non, parce que Vince Saint-Preux n'est pas dans la catégorie. Il n'est pas, selon moi, dans le top 3. Je pense que Gustafsson le débarre. On a le ranking. J'ai le ranking ici, puis j'ai quelqu'un dans la tête aussi, on dirait... C'est Gustafsson, Ozdemir, Glover Teixeira, il n'y a pas démoli. là-dedans. Il l'a démoli. Exact. C'est lui le dernier qui avait battu. Il l'a tué. C'est pas une grosse division. Il manque un peu de... Ilir Latifi, il s'est battu dernièrement. Ilir Latifi, ouais, je pense qu'il a perdu en plus son dernier combat. Écoute, mais bref. sans Cormier et John Jones, c'est pas la même division. Exactement. Je pense que ça va tomber dans... Cette division-là a besoin d'un renouveau, parce que même depuis John Jones... Du 109. Exactement, parce Chuck que... Liddell. 109 parce qu'il vient de subir une transfusion. Hein. C'est ça. La seule raison que Chuck Liddell aurait du 109, c'est si c'est un vampire. C'est la seule raison. Bon, fait que Rockhold blessé à la jambe, out contre Gustafsson. What's next for Gustafsson? Moi, je pense qu'il attend. Ouais. Moi, je pense qu'il attend. C'est dommage parce que c'est un des gars que j'aime beaucoup voir dans fais pas un Frankie Edgar de toi. Là. Frankie Edgar qui avait accepté un combat dernière seconde contre un gars qui n'aurait pas dû accepter. Mais il a tout mon respect pour l'avoir fait. Je sais, mais
une chance que Frankie Edgar, c'est un dieu. Puis il s'est rebattu 2 mois après, je pense, 3 mois après, contre Cobb Swanson. Il a gagné. Avec une performance dominante. Parce que imagine, il perd contre Brian Ortega. Après ça, il se blesse. Là, il reste sur la tablette pendant 18 mois. Il tombe dans l'oubli. Exactement, il tombe dans l'oubli. Surtout que je dirais pas que ses belles années sont derrière lui parce qu'il est encore très d'actualité et il est encore très performant. Mais il a plus 23 ans. Mais tu fais quoi à sa place? T'attends-tu le gagnant de Cormier, Stipe, Miocic? Puis tu veux prendre le gagnant de ça? Ou peut-être qu'il va devenir... Peut-être il va se battre. Moi, j'attends. Moi, je commence par... Je commence par voir c'est quoi la gravité de la blessure de Rockhold, puis j'attends. C'est un gros nom, Rockhold. Ça vaut la peine. Ça vaut pas la peine de te battre contre quelqu'un d'autre qui est peut-être dangereux, qui va peut-être te sortir du portrait pour moins d'argent. Rendu là, j'attends. Je pense que c'est un mot de carrière. Il a payé son dû, Gustafsson. Oh my God. C'est peut-être pas le temps. C'est peut-être pas le temps qu'on manque de batterie, mais bon. Je vais vous laisser commencer sur l'autre sujet. Je vais aller chercher le chargeur. On parlait d'attendre. Cette semaine, il y a Georges Saint-Pierre qui est sorti de beaucoup de nouvelles sur qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. Il voulait attendre de voir le vrai champion entre Conor et Khabib. Il veut ce combat-là, avoir le gagnant de ce combat-là. Il a mis ça au clair. C'est clairement ça. Il dit le combat contre Nate Diaz, il n'est pas intéressé. Ben, j'espère. Je suis content qu'il dise ça pour de vrai parce qu'il n'y a rien d'intéressant au niveau de Diaz pour la carrière de Georges Saint-Pierre. Il n'y a pas besoin d'ajouter ça à son tableau de chasse, mais pas du tout. Exact. Puis je sais que tu n'aimes pas ça qu'on parle de Conor à tous les podcasts parce que ça fait longtemps que c'est pas battu. Mais t'en profitais pendant que j'étais pas là pour parler de Diaz puis Conor, mon vieux salaud. Mais Dana White, il rencontre Conor en fin de semaine. Il est à Liverpool. Ils ont un meeting. Fait que peut-être qu'ils vont discuter d'un combat entre lui et Khabib, et Georges Saint-Pierre prendrait le gagnant. Supposément, en fait, moi, j'ai revu sortir dans les médias, puis que les chances que ce combat-là se passe en Russie est plus grande que ce que vous disiez au dernier podcast. Ah, mais ils s'en vont en Russie, ils l'ont confirmé à Moscou, c'est vrai, on n'a pas parlé. On commence à... Et je pense que la compagnie d'assurance à Conor McGregor l'ont appelé, puis ont dit... Il est peut-être le temps qu'on augmente ta prime, mon gars. Toi, tu penses que Conor va se battre à Moscou? En Russie? Si déjà ça s'est déjà passé la UFC en Russie avant? Non, pas la UFC. Là, il y a un UFC confirmé. Oui, Fight Night. Donc, il va y avoir un événement qui va se passer en Russie. Il va y avoir un gauge de savoir comment ça fonctionne, de comment l'UFC, comment on arrive au stade. C'est toute une autre culture, c'est plein de choses qui sont différentes. Il faut un Fight Night, c'est comme un premier test. Là. Je me mouille le pied avant de sauter dans la piscine. Là. Parlant de mouiller le pied, moi, je vais faire une petite prédiction. Je pense que Valentina Shevchenko, ça va être elle qui va headline cette carte-là. Où ça? À Moscou? À Moscou, oui. Oh, ouais. Pas fou. Johanna, peut-être, dans la même carte? Mais Pologne, t'es pas quand même pas loin? Ouais, c'est pas fou. Quand même, hein, Johanna, ça fait... T'as vu, juste, by the way, petite parenthèse, Rose Namajunas s'est fait demander si elle accorderait... Un combat de trilogie contre Joanna Jędrzejczyk. Puis elle a dit la seule raison que je dirais oui, c'est si elle avoue que je suis meilleur qu'elle. Elle avoue publiquement que je suis meilleur qu'elle. Elle avoue que je suis la meilleure au monde. C'est quand même fou, là. Tu viens de la battre 2 fois, ben non. Il y a moyen de répondre à ça, je pense, puis de gagner quand même. En tout cas, moi, la réponse qui m'est venue automatiquement dans la tête, c'est j'ai pas le choix d'avouer que tu es la meilleure au monde. Tu as battu 2 fois la meilleure au monde. Ouais. Fait que tu donnes raison à l'autre personne que c'est la meilleure au monde. Mais t'exclus pas le fait que selon toi, tu es la meilleure au monde. Mais j'avoue que j'esquisse un sourire en ce moment. C'est vraiment pas fou comme réponse, mais... Ben, elle pourrait dire, oui, OK, juste pour avoir le combat. Puis une fois que le combat est seté, signé, tout, elle dit, j'ai dit de la merde juste pour avoir le combat. Elle pourrait dire ça, à la limite. Tu peux pas faire ça. Je pense que ma réponse, je vais texter Johanna. Bon, je pense que... J'ai la version polonaise de mes textos, là, donc ça va super bien se faire. Ouais, mais fais attention, là, peut-être que tu vas y texter, genre, ramène-moi 2 bagels. Fait que je pense que ça... Je veux pas frustrer non plus. Ça fait le tour un peu de... Ah ouais, elle a un bon 1-2. Meilleur que le mien, il n'y a pas de doute. Hein? Meilleur que le mien. Tu serais probablement dans la même catégorie de poids qu'elle, anyway. En fait, pas probablement. Non, je suis un peu plus lourd. Elle se bat 115, ouais.
Je pense que oui. OK, non, je suis correct. T'es correct. Un mâle. Hey, c'est encore pire, tu serais dans la catégorie Cyborg. Bon. J'espère que, by the way, petite parenthèse, j'espère que Cyborg contre Nunes, ça va se passer pour vrai. Là. Non, je pense pas. Écoute, moi, je pense que Nunes, on va en parler rapidement. Là. On pensait passer à la boxe, mais maintenant que tu en parles, si vous avez entendu l'entrevue après le combat d'Amanda Nunes, John Anik a vraiment spécifié est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais caller out, probablement en croisant toutes les choses que tu peux croiser sur ton corps qu'à call out Cyborg. Et finalement, elle n'a pas call out personne. Roadrunner, bip bip. C'est ça, exactement. Non, mais elle n'a même pas fait allusion une demi-seconde à elle contre Cyborg. Et pourquoi le ferait-elle? Est-ce qu'elle a besoin de ça? Non. Je pense que Cyborg a plus à gagner là-dedans. Parce que justement, Cyborg, le fait qu'elle n'a pas d'adversaire legit, diminue un peu. Comment je pourrais dire ça? Le prestige de sa ceinture. Exactement. Au même titre que Demetrius Johnson. Demetrius Johnson. Encore pire, en fait. Vraiment pire. 2 fois pire parce qu'il n'y a personne. Tu as vu, sa dernière aspirante à la ceinture, c'était son premier combat dans l'UFC. Ouais. On dirait qu'elle revenait du buffet chinois Foulam. Non, mais écoute, non, mais tu sais, elle avait un petit tire, là, puis tu te pognes contre de man-woman là, qui est Chris Cyborg. Elle était tough, on se mentira pas, elle était tough. Elle en a mangé beaucoup avant de finalement abandonner. Ben oui, mais elle a quand même abandonné comme toutes les autres avant elle. Mais bon. Parle-tu de boxe? Le combat d'Adonis Stevenson contre Badou Jack. Tu l'as vu, toi, Max? J'ai réécouté je l'ai pas vu live. J'ai pas eu la chance de l'écouter, mais c'est effectivement j'ai entendu dire que c'était excitant, mais j'étais un peu sceptique. Mais là, j'imagine que je vais savoir pourquoi c'était excitant. Ben écoute, je vais y aller avec Badou Jack. C'est un combattant qui s'est vraiment amélioré à cause, justement, il s'entraîne avec Floyd Mayweather. J'imagine que c'est comme un standard qu'il faut que c'est lui son promoteur. Exact. Et puis c'est vraiment amélioré. Puis c'est un combattant qui est habitué de commencer les rounds slow. Il commence les combats très slow. Il concède des rounds pour finir fort. Un peu comme Floyd Mayweather. Exactement. Il étudie son adversaire pendant les 2-3 premiers rounds. Après ça, il ouvre la machine. Il fait feu de tout bois. Il l'a étudié peut-être un petit peu trop longtemps parce qu'il a perdu, d'après moi, les 6 premiers rounds juste à cause qu'il faisait juste tourner en rond. Il y avait des combats. Stevenson a gagné clairement les 6 premiers rounds, mais Badou Jack a gagné la deuxième moitié du combat, mais assez clairement, sauf peut-être un round que Adonis il l'a atteint au corps solidement. C'était une guerre. C'était une guerre. Puis le combat a fini que Badou Jack était en train de... Adonis était fatigué. Il était fatigué. Il défendait presque plus. Il était sauvé par la cloche, on peut le dire. Là, il avait plein d'énergie. Il est parti à courir, il a jumpé ses cordes, il a mis ses bras dans les airs. Puis Adonis, il a eu de la misère à se rendre à son coin. Ça finit même le combat. Mais c'est là que tu dis tout un combat. Une chance qu'on n'est pas encore dans les règlements des combats de 15 rondes de championnat parce que il y a des grosses chances qu'il ait échappé. Tu as aimé ça, Max? Sans être un fan d'Adonis Stevenson, c'est un gars de boxe qui se bat à l'international, qui représente le Québec. Fait que c'est sûr qu'on s'intéresse un peu plus à lui. J'aurais aimé ça qu'il se batte contre quelqu'un d'autre que Badou Jack. Ce qui me déçoit un peu, c'est selon moi, il a fait une excellente performance. Puis à un certain point, son souffle, il a manqué un petit peu de souffle pour finir la course. Je vais juste t'expliquer avant que il y avait la grippe. C'est la raison. Puis c'est pas de la bullshit. Il y a en entrevue, dernièrement tu voyais dans sa voix clairement qu'il y avait encore la grippe. Attends, des fois, je bois trop de Jameson la veille, puis on dirait que j'ai la grippe le lendemain, là, mais... Maxime, ça va bien? Je pensais que tu avais quelque chose dans l'œil. Non, c'est parce qu'il y a la grippe. Je viens d'apprendre qu'il y a la grippe. C'est la saison des allergies. Exact. Ça ferait du sens. S'il y avait la grippe qui a manqué un petit peu d'énergie, ça ferait un peu de sens. Ouais, mais je trouve ça léger d'excuses. Mais moi, j'ai jamais... Tu as raison absolument que ça t'affecte. Tu n'arrives pas à 100%, mais il y en a qui arrivent avec des épaules disloquées. Puis, je veux dire, la vraie question est... T'es dans un combat. La vraie question est,
est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un, après un combat, dire « Excuse, mon cardio était pas bon, je me suis pas assez entraîné, je l'ai pris à la légère. » Georges Saint-Pierre l'a déjà dit. Ouais? Ouais, quand il a perdu contre Sarah, ouais. Il l'a dit. Mais c'était pas une affaire de cardio. Là. Tu peux pas avoir d'excuses pour avoir mangé une gauche fulgurante au menton. Non, mais il avait dit qu'il ne savait pas entraîné assez pour le combat, puis il n'avait pas pris Effectivement, bon point. Mais bon point. l'affaire que je veux dire, c'est que c'était un combat nul. C'est finalement par un draw, majorité de draw, parce que l'autre juge, le troisième juge, a donné à Badou Jack. Mais, fait que Stevenson conserve sa ceinture. Ouais, mais il va sûrement avoir un rematch, puis... Quand ils ont interviewé Badou Jack, ils ont vraiment dit regarde, c'est à cause qu'on s'est battu au Canada qu'on a perdu ce combat-là. C'est incroyable, c'est un vol carrément. Ce qu'il fait, il dit le prochain combat, ça va être à Las Vegas, puis vous allez voir, les juges vont pas être corrompus, tout ça. Ce qui fait, tant qu'à moi, aucun sens. Parce que oui, c'était au Canada, sauf que sur les 3 juges qu'il y avait 2 juges américains, puis un juge. De l'Europe. Mais je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus pour l'influence de la foule qu'il voulait dire. Là, parce que d'après moi, toutes les fois que Stevenson connectait, le monde était plus explosif, le monde réagissait plus. Si t'es un juge, il ne faut pas que tu réagisses à la foule. Oui, mais l'être humain est pas. Pour l'avoir vu le combat, là. C'était pas un vol. Là. On en a vu des vols. À la limite, split decision, un gagnant d'un côté ou de l'autre, je m'aurais pas ostiné. Moi, c'est où je me situe. Pile poil, je pense 6 à 6. Si Adonis, il l'atteint pas au corps pendant je me rappelle plus exactement c'est quel round, je pense que c'est le 10e. En tout cas, c'est entre 6 et 12. Là. Il l'atteint pas au corps parce qu'il a clairement gagné ce round-là. L'autre, Badou Jack, il cherchait une porte de sortie tout le long. Puis Adonis, il a déchargé tout ce qu'il y avait. Il a gagné ce round-là. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a été... qui a pas perdu le combat. Qui était un match nul. Je suis quand même déçu que ce soit battu contre Badou Jack puis pas contre Kovalev ou Alvarez. C'est des gars qui s'échappent depuis un bout. Oui, mais si tu es un fan de boxe, tu veux voir un bon combat, c'est ça qu'on a eu, je suis content. Tu as raison. Si tu es un businessman, tu veux garder ta ceinture, il y a 40 ans, il veut faire de l'argent, peux-tu vraiment y en vouloir et donner un bon show? Moi, je trouve ça correct. Quand même. Tu as des bons points, tu as des bons arguments. Good. Là, on va être obligé de parler de hockey un peu, là, parce que il y a comme les finales de la Coupe cette année. Là. Il y a un film qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Là. Je pense que peu importe qui gagne la Coupe, soit il va y avoir un film russe sur l'histoire de... Non, mais un film au box-office en Russie sur Alexander Ovechkin, ou... il va y avoir un film de Disney sur l'histoire des Golden Knights à Vegas, mais... Wow! Mon cœur est avec l'épopée russe, je dois le dire. J'espère vraiment que les Capitals l'emportent cette année. Tout est zéro Golden Knights cette année. Hein? Zéro. Je me rappelle, je pense que c'était au podcast l'épisode numéro 7, je pense. Avant le début des séries, on faisait nos prédictions, puis je me rappelle, je vous avais dit, les boys, j'ai même pas entendu les Golden Knights une fois. Et encore. J'ai pas cru à aucune étape. Encore, hein? C'est fou. Ben, l'histoire continue. D'abord, ça veut dire que c'est peut-être toi qui est en train de les jinxer tout. Peut-être. Peut-être que j'ai les jinx à gagner. Peut-être que tu devrais commencer à prendre pour eux autres. Peut-être qu'ils se mettraient à perdre. Tu connais comment ça marche, hein? Je vais revirer mon argent de Las Vegas va avoir l'avantage de la patinoire à Las Vegas. Ces autres, ça va commencer à Las Vegas. Et puis la foule. J'ai hâte de voir la imagine, c'est fou. Imagine le scénario, ça s'en va en 7 matchs à Las Vegas, puis il gagne la coupe en overtime. Imagine. Ah non, oublie ça. Jean-Claude Van Damme, c'est J'arrête d'écouter l'hockey. J'arrête d'écouter l'hockey, il n'y a rien de mieux qui va se passer après ça. Non, c'est ça, tu dis, on l'a topé. Le Canadien gagne la coupe, ça serait bien meilleur que ça. Ouais, mais retiens pas ton souffle. C'est pas dans les 5 prochaines années. Fait que, ça écoute ta prédiction? Moi, je vais prendre Washington parce que pas simplement par le jeu collectif des deux équipes qui est vraiment impressionnant, mais le jeu d'Ovechkin, la façon qu'il traite le banc, qu'il traite ses coéquipiers, son interaction avec le jeu est différente. Je l'ai rarement vu dans ce genre d'interaction où tout est important. Tout ce qui se passe autour de lui est important. Pas juste lui, sa position sur... Toutes les situations de jeu ont été importantes, puis tu le vois qu'il s'implique partout, autant sur le banc
que sur le jeu, avec le leadership, ainsi de suite. Puis toute l'équipe réagit puis suit son momentum. Il y a des choses qui se passent de la même chose à Las Vegas, mais c'est vraiment moi ce qui me marque le plus l'œil. Fait que c'est vers Ovechkin et sa troupe que je vais me tourner pour la Coupe Stanley. Cool. En combien? 6. En 6? Ouais, ça se gagne à Washington. Ah, ouais. Moi, je dis, là, je vais être arrogant, là, Vegas en 5. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oh. À Vegas. Tu gagnes à Vegas. Fait que il faut que tu gagnes à Vegas, mais je te dis déjà là qu'ils ont l'avantage de la vitesse. Ils ont l'avantage de la fougue. Pas pour dire jamais versus Alexander Ovechkin, mais je te parle de l'équipe au complet. Ils viennent de bénéficier d'une semaine de repos en plus. À armes égales, ils sont déjà plus vite et ils ont plus de jus que Washington. Washington, c'est pas tous des poulains. Là. Il y a des gars qui sont peut-être pas en fin de carrière, mais sont aux 2 tiers. Là. Ils sont aux 2 tiers dans leur carrière. Je pense qu'il y a plus de talent brut à Washington, par exemple. Mais il y a plus de hargne à Vegas. Et Vegas, OK, qui est plus rapide? Je pense qu'en ce moment, tu te ramasses à vraiment jouer sur les détails. Où tes deux équipes ont prouvé qu'ils sont les meilleurs. Clairement, Vegas est plus rapide que toutes les équipes presque de la Ligue nationale. Et en plus, ça fait une semaine qu'ils se reposent les jambes. Washington, leurs 2 dernières séries, ça a été des grosses séries. Contre Penguins, ça s'est fini en combien? En 6. Ouais. En 6. Ouais. 6 matchs. 7 matchs. Ils ont eu 0 répit. Je crée bien qu'à un moment donné, tu te dis, c'est la coupe, mets la douleur de côté. Mais à un moment donné, il faut que ça joue en ligne de compte. Probablement qu'ils vont être rouillés. J'ai comme l'impression que ça va être le contraire dans la première période du premier match. Moi, je te dis... Washington va être d'entrée de jeu plus efficace dans la première période, justement à cause du timing, comme tu l'expliques. Moi, j'ai joué il y a 3 jours. Toi, ça fait une semaine que tu n'as pas joué. Oui, mais ça fait une semaine que tu n'as pas joué. Ils ne sont pas en train de boire un margarita sur le bord de la C'est des professionnels. C'est une fraction de seconde de réaction, tu sais, quand tu joues au millième de seconde. Moi, j'ai l'impression... vas-y. Moi, je voulais juste te dire que oui, Ovechkin, si toutes les Capitals avaient le même désir de gagner que Ovechkin, je mettrais mon argent sur Washington. Mais je trouve que Vegas ont probablement toute la même hargne que Washington, que Ovechkin, excuse. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous le même désir de gagner. Ils ont tous de quoi... je ne sais pas comment dire en français. They have a chip on their shoulders. Ouais. Ils ont de quoi prouver à toutes les équipes qu'ils ont laissées de côté, là, comme si c'était un restant de McDo. Là. Ouais. Et regarde, on est en train de gagner la coupe. Ils ont toute une extra motivation. Puis je pense que c'est ça qui va, justement, quand tu parles des détails, c'est ça qui va venir en ligne de compte. Ça, puis la vitesse. Mais écoute, moi, et Marc-André Fleury, bien entendu. Ouais, Marc-André Fleury qui pourrait gagner le Conn Smythe, peu importe qui gagne la coupe, ce serait pas gênant pour personne. Il l'a déjà dans ma tête. Si c'est Ovechkin qui gagne la coupe, je pense que ça va être Ovechkin. Ça va être Ovechkin si jamais c'est Washington. Mais je pense que Ovechkin a les mêmes raisons d'avoir la même hargne. Ils ont toujours été supposés de gagner. On a toujours eu l'étiquette de gagnant. Ils n'ont jamais gagné. En ce moment, ils ont l'étiquette de choker. Ovechkin a une étiquette de perdant, un des meilleurs joueurs de l'histoire, probablement le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Une étiquette de perdant accrochée après lui. Les Capitals de Washington ont été des équipes dominantes dans les 5/6-7 dernières années dans la Ligue. Ont une étiquette de perdant à la même image qu'on peut avoir la même avec les Sharks de San Jose. Tu as cette tache-là sur ton chandail, toi aussi, tu veux te battre pour enlever cette tache-là. Faut Chuck. C'est Chuck là, attends, vous l'avez entendu, à la clé de bras. On a je pense qu'il y a deux facteurs bien importants. Deux facteurs bien importants dans cette série-là. Ça va être, je pense, sont plus disciplinés. Vegas sont plus disciplinés que Washington. Washington, c'est un peu des têtes folles. Ils frappent un peu tout ce qui bouge. C'est Wilson, hein, je pense. Ouais. J'ai hâte de voir Wilson et Ryan Reeve. Là, parce que Wilson, il ne pourra pas aller frapper tout ce qui bouge. Parce qu'il va aller... Ryan Reeve, il va aller taper sur l'épaule. J'ai hâte de voir Wilson et Marc-André Fleury. Man. Je pense que Wilson va tout faire pour faire sortir Marc-André Fleury de ses gonds. Mais bref, continue. Ben, s'il fait ça, il va avoir la visite de Ryan Reeve assez vite. Là. Puis Ryan Reeve, il niaise pas avec les gants. Puis un enfant qui est très important aussi, j'ai remarqué, c'est que les deux équipes, ils commencent toujours en force.
Dans la série contre Tampa, Washington, ils ont tout le temps eu une petite longueur d'avance au début. Ils ont tout le temps scoré les premiers. Là, tu joues du hockey de rattrapage. Quand tu joues du hockey de rattrapage, tu es obligé de changer ton game plan. Puis avec 2 très bons coachs, je pense que c'est important d'avoir l'avance dans la série parce que tu es capable de plus suivre ton plan de match. Puis les Vegas aussi, si tu remarques, ils commencent tout le temps en force presque. À chaque fois qu'ils commencent une game, ils scorent un but en dedans de 2 minutes. La rondelle est sur la glace puis l'énergie est au maximum. Donc, le point très important de cette série-là, je pense, ça va être le premier but et le début de partie. Ça va être bien important. Ça va dicter un peu l'allure des matchs. Mais écoute, moi, je vais avec Vegas un peu pour ce que tu as dit aussi, la motivation. Tu as vu au début de chaque game, c'est fou, ils mettent les citations sur la glace en gros de tous les gens au début de l'année. Du monde qu'ils ont dénigré, Avec le Drew Doughty qui dit qu'il n'y a aucune chance, au début de l'année, il avait dit ça, aucune chance qu'ils vont être meilleurs que nous autres, Las Vegas, impossible. Ils ont sorti en 4, wow, la claque au visage, là. Fait que c'est une motivation assez facile, surtout qu'ils ont tous été rejetés. Puis je pense qu'ils ont le meilleur coach, malgré que Barry Trotz est un très bon coach. Mais pense-y 2 secondes. Le GM, tu t'en as-tu parlé George du GM? McPhee. C'est fou, hein? C'est lui. Il a fait les 2 équipes. C'est fou. Il s'est fait sortir de Washington. Il est en Washington. Coupe Stanley contre lui-même. Oui, mais c'est 2 équipes qu'il a bâties et il s'est fait virer de Washington. Je pense qu'il s'est fait virer de Washington. Il a reproché un petit peu d'avoir échangé Philip Forsberg contre... Oui. Oh, quel mauvais échange. Une des pires mauvais échanges des 10. Exactement, Martin Erat. Exactement. Une des pires échanges des 10 dernières années. Non, attends. Non, Philippe Forsberg est top 10 des attaquants de la Ligue en ce moment. Ça, c'est nonobstant tous les échanges du Canadien dans les 10 dernières années. C'est ça que tu essaies de dire. Non, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Bref, ma prédiction, je vais y aller avec 2 mots. Scott Gomez. Ça, c'est une signature, ce joueur autonome. On n'aura pas donné Ryan McDonough? Non. Ah oui, c'est vrai. On leur a donné Ryan. C'est John Tuck qu'on a signé, t'as raison. On leur a donné Ryan McDonough. Bon. Bref, poursuivons. Vegas en 7. En 7? Ça se gagne à Vegas. Dans les 2 cas, ça se gagne à domicile. On va y aller pour le show. Dans tous les cas, ça se gagne à domicile. Qui gagne en 5 ou qui gagne en 7, ils vont avoir un film pareil. Fait que, le film va s'intituler Darkbirch. J'espère. C'était plus allemand que russe que je connais. J'ai pas un bon accent russe, mais la blague était russe. Pas de capitaine. J'espère que ça va être Marc-André Fleury qui va venir chercher la coupe. Ça serait qui d'autre? Derek Englund, c'est lui qui est allé chercher le trophée de l'Ouest. OK. Puis je pense qu'il a jamais... Je sais pas, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il a jamais gagné la coupe. Puis je sais que quand tu n'as jamais gagné la coupe et tu es un vétéran puis tu n'as pas de capitaine dans ton équipe, tu es un assistant. Raymond Bourque. C'est qu'il a fait au Joe, Colorado. Il avait donné direct dans il l'avait pas soulevé, il avait donné direct. Lève-la en premier, mon homme. C'est ta coupe. Approche-le, s'il te plaît. Mais parlant de hockey, je pense qu'il va y avoir une grosse annonce en plus prochainement. Je pense que Québec est dans l'ordre. On a-tu presque une primeur là, qu'on pourrait comme dire avant que ça sorte officiellement ici? Mettons qu'on se mouille. Là. Mettons qu'on se mouille. Mettons que je suis moite. Ouais, c'est ça. Il allait confirmer une expansion d'une autre équipe. Une expansion? Ouais, Seattle. Pas l'année prochaine, mais il en a annoncé à l'entour de la fin juin que l'autre année d'après, Seattle, supposément, regarde, c'est des rumeurs. On ne sait pas ce qui va arriver, mais clairement, Seattle a une très longue longueur d'avance sur Québec. OK. Je veux pas faire de la peine à tout le monde qui reste au Québec, là, mais oubliez ça, l'équipe à Québec. Là. Oubliez ça. Je sais, Régis Labaume, il est là, il est fin, il est beau. Il est fin. Tu veux jaser avec, puis c'est ça, puis... Mais... manqué le bateau à Québec. Là, mais il a manqué le bateau. Écoute, il a fait construire un amphithéâtre de 400 millions avant même je ne sais pas s'il avait entamé des discussions, mais au moins laisse la Ligue laisser percevoir une lueur d'espoir avant de commencer à bâtir un amphithéâtre de 400 millions, dont 200 millions de l'argent des poches des contribuables. Qui a de l'air d'un détecteur de fumée à l'envers, tant qu'à moi. Oui, oui. Et on s'entend que si tu as tout fait ça pour un marché de... Il y a quoi? Québec et les environs 500 000 personnes? 600 000 personnes? Je ne sais pas compter. J'ai l'impression que c'est beaucoup, ce que tu dis. C'est beaucoup. 400 000, mettons. Je sais que dans la toune... Je sais que dans la toune... The Natural, c'est mon nom. Ah,
OK? Ouais. Il disait, on est peut-être juste 400 000 au Québec, mais bref. Ouais. Tu peux pas te bâtir là-dessus. Et surtout, c'est arrogant un peu de construire un amphithéâtre et te dire, de crier haut et fort, oui, on est les prochains. Écoute, Sky McSween, là, Vegas ont une équipe avant toi. Seattle risque d'avoir une équipe avant toi. 650 millions, ça coûte. J'ai vu que quand les Seattle ont lancé comme le sondage ouvert pour savoir si les gens avaient de l'intérêt pour acheter des billets de saison, il y a eu en 12 minutes. L'objectif qui s'était donné, c'est de faire signer 10 000 personnes à s'engager à payer pour des billets de saison. En 12 minutes, ils en ont signé 11 000. Puis je pense que le résultat final était de 25 000 personnes qui se sont engagées à acheter des billets de saison dans un délai vrai. En 12 minutes, tu as signé 11 000 billets de saison. C'est fou pareil. Hein? Il y a de la difficulté à avoir 10 000 personnes au Colisée ou peu importe, au centre Vidéotron pour voir le Canadien jouer un match pré-saison, un match de la Ligue nationale. C'est sûr qu'il n'y a pas 10 000 personnes. Ils voient qu'est-ce qui arrive avec Vegas. Ils sont comme, OK, bon, ben là, let's go, là, c'est le temps, là, on y va. Tu as vu qu'est-ce qui arrive avec Vegas, on peut avoir cette chance-là, nous autres, avec. Mais, ouais, surtout quand c'est pas une équipe qui déménage, c'est un grade d'expansion. Mais, tu sais, tu as entendu le propriétaire des Bruins de Boston qui a dit publiquement il n'y a aucun propriétaire d'équipe qui veut qu'il y ait une équipe qui est à Québec. Là, parce que c'est nous qui va se ramasser à leur donner l'argent à cause justement de la répartition des profits, justement dans la NHL. Les équipes qui ne font pas d'argent se font supporter par les autres équipes qui en font. Puis je pense qu'il n'y a personne qui veut ça. Et la NHL, on en parlait tantôt, c'est une clique. Là, si tu n'aimes pas, tu n'auras pas d'équipe. Si jamais ça donne qu'il ne l'aime pas, Régis Labombe, tu n'auras juste pas d'équipe. Je pense que ça, c'est clair. Je pense que ça, c'est clair. Puis on en parlait tantôt. Régis Labombe, ça ne serait pas le propriétaire de l'équipe, ça serait québécois. Mais c'est qui le plus grand avocat? Le plus grand advocate. C'est comme un peu si les dirigeants du baseball majeur étaient venus à Montréal pour rencontrer la mairesse puis qu'ils s'entendaient pas bien pantoute avec la mairesse. Ça met des bâtons dans les roues pas mal. Il n'y aurait pas de stade si on s'entendait pas bien avec le maire Labaume à Québec. On en parlait tantôt. Jim Balzilli, le propriétaire de Research and Motion, qui était la compagnie à qui appartenait BlackBerry. Ce gars-là, multimilliardaire, puis il a toujours clamé haut et fort. Il voulait amener une équipe de hockey à, je pense que c'était Windsor, en Ontario. Hamilton, en Ontario. Puis les autres propriétaires d'équipe ne l'aimaient pas. Puis les dirigeants de la NHL ne l'aimaient pas. Fait qu'ils ont dit, regarde, t'as beau mettre autant d'argent que t'en as sur la table, on t'aime pas, t'en auras pas d'équipe. C'est tout. C'est triste, c'est ça. Et je commence à penser que c'est une des raisons aussi, si tu ajoutes au facteur qu'il n'y a pas un assez gros bassin de population à Québec. Ouais. Je trouve ça triste un peu, mais je pense que c'est pas retenez pas votre souffle pour voir les Nordiques revenir. C'est un projet qu'il faut falloir malheureusement pour le hockey en général, selon mon opinion, mais c'est un projet qu'il va falloir vraiment recommencer à la base, recommencer au début, puis essayer de reconstruire ça d'une façon qui se présente mieux que le projet en ce moment. Un déménagement, ce serait plus envisageable, je pense. Oui, qui rachète une équipe, puis encore... Une qui va pas bien. Parce que ça va marcher, c'est sûr que ça va marcher, mais peut-être pas à une échelle de Las Vegas. Ça va marcher. Ça peut pas être ça le barème. Là. Ça va marcher, mais la vraie question, c'est que je pense pas que la Ligue nationale doute que ça va marcher. C'est le long terme. Tu veux pas amener une équipe, oui, il va y avoir un engouement au début. Oui, les 2, 3, 4, 5 premières années, il va y avoir du monde. Mais dans 10 ans, est-ce qu'il va encore en avoir? C'est les foules à Québec avant que ça commence à fermer parce que c'était pas. Je pense pas que c'est un problème de personnes qui se déplacent, mais plutôt une ascension des salaires puis le niveau peut-être de l'argent de l'équipe qui n'était pas capable de suivre. Pourtant, ça a pris combien d'années quand ils ont déménagé au Colorado avant qu'ils gagnent la Coupe? La première année. Oui, ils l'ont gagné tout de suite. Swing and a miss. C'est d'une tristesse. Comme les Expos. Les Expos, c'était en quoi? 94? Ils n'ont pas encore gagné, par exemple. Non, mais je parle des Expos. C'est en 94, l'année du lockout? Oui, l'année du lockout, oui. Qui ont fini premier dans les majeurs. Premier dans la Ligue majeure. Favori pour gagner la Série mondiale. De loin, puis malheureusement, le lockout nous a ôté nos valeureux Expos, mais qu'on va revoir dans pas long. Oh yes. On vous le dit ici. On est confiants. Ouais, hein? Ben, si ça arrive, c'est quoi qui se passe avec les Alouettes puis l'Impact? On continue à pas les regarder?
C'est sûr que ça va venir manger dans la part de marché, ça, c'est sûr. Allô quoi? Ouais, c'est ça. Allô quoi? Alouette? Alouette? Non, je m'excuse, je regarde pas les. Je suis pas un ornithologue. Je regarde pas les oiseaux. Mais, hey, on parle-tu de l'impact? Non. OK. Non. Fait que, all right, c'est quoi? On est-tu rendu là? 54 minutes, on peut parler du breakdown. On commence-tu le breakdown? Tu veux qu'on commence avec mes petites questions à la place? Ah, c'est vrai? Ben oui. Des questions roche papier ciseaux, quoi. Comment ça marche encore? Non, on avait changé ça, le roche papier ciseaux. C'est une question à tout le monde. C'est ça? Une question à tout le monde? La même question pour les deux? Une question pour vous deux. Mais on peut quand même commencer ça avec un petit roche papier ciseaux. Un petit roche papier ciseaux. Est-ce que vous vouliez aller en mort subite ou 2-3? Mort subite, je suis mieux. Mort subite? Là, ça, t'es filmé, là. OK. Roche, papier, ciseaux. Oh! Et Chuck, No Soul, Rondo. Il y avait quelque chose dans la roche. Oh! Bon. All right. Fait que, on va commencer ça de même, les boys. Oh! OK. Quel athlète de Bellator aimeriez-vous le plus voir dans le UFC? Je vais laisser Chuck commencer parce que je vais te surprendre. Rory McDonald. Quel homme! Tu pensais que j'allais dire Michael Venom Page. Quel homme! Moi, je voulais Rory, c'est clair. Je voulais que tu dises Michael Venom Page pour que je punch avec Rory McDonald à la fin. Ah, mais là, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Okay, my God. C'est ma réponse à moi aussi. C'est pour ça que j'ai perdu le roche-papier-ciseaux. Pour que tu me donnes le premier choix. Oui, effectivement. Mais Rory, qui a été callé par Gegard Mousasi. Oui, Gegard Mousasi, justement, qui a gagné le Bellator 200, son combat. Oui, exactement, qui est rendu champion du monde contre Carvalho, je pense. Moi, c'est sans hésitation. Et puis Michael Venom Page aussi, qui s'est battu au... Michael Venom Page qui a encore gagné par KO pour avoir une fiche maintenant impressionnante de 13 victoires et 0 défaites. By the way, il y a les plus beaux, si vous avez le temps d'aller voir ça sur YouTube, là, cliquez ça, MVP Michael Venom Page, c'est de loin les plus beaux highlights de... Écoute, c'est impressionnant. C'est comme à regarder un film de Jet Li, mais c'est des vrais coups de poing. Ça se passe live. On va parler un peu de baseball. Vladimir Guerrero, à qui les droits appartiennent aux Blue Jays de Toronto, qui est en train de brûler la ligue dans laquelle il joue pour New Hampshire, je pense. Ouais. Si je ne m'abuse. Il y a... au moment de l'enregistrement, il y avait 49 points produits en, je pense, 43 parties. Moyenne au bâton de 438. C'est fou. Fou. Tu peux ôter 100, puis il y a quand même une moyenne écœurante. T'enlèves 100, puis c'est fou. Il y a quand même 3,38 de moyenne. À son âge, c'est fou. 19 ans, en train de brûler la ligue. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir une carrière aussi importante que son père, Vladimir Guerrero, senior? J'ai écouté une entrevue avec Felipe Alou qui expliquait la venue de Vladimir Guerrero avec les Expos. Puis il a convaincu les dirigeants de l'équipe de le garder, même si le gars n'était pas une bête de baseball. Il avait les qualités athlétiques pour réussir, mais il savait pas où lancer la balle quand il l'attrapait dans le champ. C'est vraiment Felipe Alou qui l'a expliqué. Quand je regarde tes yeux quand tu parles de baseball, là, mon gars, wow. C'était ça, là. Wow. Vas-y, continue. Felipe Alou expliquait que ce gars-là, il avait tout pour réussir un élan au bâton incroyable, un bras puissant, mais une connaissance tactique du match, de la game, pas au niveau de la Ligue majeure. Il n'y avait pas un bon IQ, baseball IQ. À ta réponse, je vais répondre oui. Il va excéder les performances de son père parce qu'il va arriver dans la Ligue majeure à un niveau supérieur que son père était à ce moment-là. Est-ce qu'il va avoir la chance de côtoyer des gens de baseball comme Vladimir a eu la chance de rencontrer tout le long de sa carrière? J'y souhaite, mais de la façon qu'il est encadré puis ce qui démontre déjà un âge ridiculement jeune. Je pense que c'est un des plus jeunes de cette ligue-là dans le AA qui joue. Il domine. Il y a un swing naturel. Il y a de l'arrêt défensivement solide. Il y a le même swing que son père. Oui, moi je réponds oui. C'est sûr que c'est difficile d'accomplir ce que son père a accompli sur une longue période de temps. Il faut éviter les blessures. Il y a plein de facteurs qui peuvent arriver. Il est dans le temps de la renommée, là, son père. Oui. Puis, c'est-tu officiel? Oui, il va y aller, mais est-ce qu'il a été intronisé? C'est officiel. C'est officiel, puis il va même rentrer avec la casquette des Angels. Ça va être le premier. Mais je pense pas qu'il est intronisé encore. Non, mais
je ne sais pas si la cérémonie a déjà eu lieu, mais je sais qu'il a été intronisé au ballot. Ouais. Bref, il va rentrer avec la casquette des Angels. On va te le dire. Mais moi, ma question, c'est-tu Vladimir Guerrero Jr., de qu'est-ce que j'entends de lui, c'est le prospect que c'est les Blue Jays qui ont. C'est le prospect du baseball majeur de loin. Il le compare à Mike Trout, Giancarlo Stanton, Ken Griffey Jr. C'est des gros noms. C'est des noms, là. Tu es dans une classe à part. C'est un groupe select de gars. Là. Tu te fais pas comparer à Delino de Shield, qui est un joueur de baseball incroyable. Mais c'est un autre cas. Ils l'ont signé pour 4 millions. En plus, ça, c'est quand même assez... faut que tu sois un joueur exceptionnel pour qu'il te donne 4 millions à signature quand tu joues dans les mineurs. Ouais, puis même pas dans le AAA. Un autre détail quand même qui n'est pas négligeable. Là. Je connais pas nécessairement la situation financière des parents de Vladimir Guerrero. Mais de ce que j'en comprends, son arrivée dans la Ligue majeure, ça n'avait pas l'air d'être une personne qui a été élevée dans le luxe puis dans la richesse. Tandis que Vladimir Guerrero a une grande carrière. Son fils a dû avoir accès aux meilleurs coachs de baseball, aux meilleures écoles de baseball, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il ne parle même pas anglais. En plus. Non. C'est bien de République dominicaine. Mais il ne va pas jouer cette année. Il va jouer l'année prochaine, Non, même pas. L'année prochaine, d'après moi, il va finir l'année à AAA Buffalo, puis il va jouer, d'après moi, à Buffalo l'année prochaine. Puis mi-saison, ils vont commencer à le faire monter tranquillement. D'après moi, dans 2 ans. Puis même là, dans 2 ans, à 21 ans, là, c'est extrêmement rare. C'est pas un sport facile. Là. Extrêmement rare. Là. C'est ce que j'ai lu. Il y a beaucoup de recrues là, qui ont leur première saison stable dans la MLB. C'est 24, 25, 26 ans. C'est souvent sous-estimé, mais l'intelligence de ce sport-là et le IQ pour être capable de toujours prendre la bonne décision à chaque moment. C'est un sport qui va extrêmement vite, même s'il y a des longueurs qui sont très longues. Tu peux être 25 minutes à pas recevoir une balle, mais quand tu le reçois, tu la lances où? Au premier, au deuxième, au troisième? Tu as une décision d'une fraction de seconde à prendre qui peut avoir un impact. Sur le match. Exactement. Des fois, il y a du monde qui vont la donner même à des enfants dans la foule, puis il ne faut pas qu'ils le fassent. On salue Larry Walker. On attend que tu nous l'envoies et tu la donnes à quelqu'un qui est dans son papa. Larry Walker. Prochaine question. Kelvin Gastelum qui a gagné son combat contre Jacare Souza. Pensez-vous que Gastelum est prêt pour un combat de championnat du monde dans la prochaine année? Oui, je pense que oui. Ouais, je pense que c'est le temps d'y donner le combat. Écoute, je pense qu'il l'a call-out en plus aussi. Mais maintenant, tout le monde call-out des ceintures. Ouais. C'est à 185. Ouais. Depuis qu'il a changé de poids. C'est une grosse division. Si je ne me trompe pas, il n'a pas perdu? Contre Chris Weidman. À 185? Oui, contre Chris Weidman. OK. Ouais. Ben, c'est une grosse division, ça. C'est une belle tâche. Il y a eu aussi un no contest, mais bref. Fait que, toi, tu penses que oui? Oui, moi, je pense que oui. La prochaine année. Je pense aussi parce que ses dernières performances, c'est pas de la petite bière. Sa dernière performance contre l'ancien champion, Bisbing, explosif. Dans cette division-là, vite, là, Luke Rockhold, il est classé 3e. Puis clairement, il devrait être plus bas. Gastelum, salaud. Gastelum, il est 5e. Puis là, Jacare Souza. Puis Gastelum, il a gagné contre Souza. Il est 2e. Classé 2e. Fait que c'est le prochain. Dominant en plus. Le gagnant de Robert Whittaker contre Yoel Romero, je pense que Gastelum, il devrait avoir. Ça serait un combat très intéressant. Très intéressant. Dans les deux cas, peu importe le gagnant de ce combat-là, ça serait effectivement un vraiment bon combat. Moi, je pense qu'il y aurait plus de chances contre Romero que contre Whittaker. Je pense que Whittaker est trop vite. On va en parler tantôt de Whittaker, mais wow. Good. OK, prochaine question. Qui, selon vous, est le plus près de la retraite? Anderson Silva, Alistair Overeem ou Chael Sonnen? Oh! Bonne question. Vas-y, Max. J'aime ça. Je vois la réflexe, tu me sembles confus et déshydraté. Je te dis que c'est pas Anderson, c'est pas Chael Sonnen. La réponse à ça, c'est pas Chael Sonnen. Tu me fais du bien quand tu dis ça. Tu fais du plaisir à mon petit cœur. J'ai de la peine. Je vais te dire Anderson Silva parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu se battre. Les dernières choses qu'on a entendues de lui, c'est qu'il passe pas des tests anti-drogue, ainsi de suite. Je pense que la meilleure solution dans son cas, c'est de s'éloigner du sport. En ce moment, il y a une petite tache sur son dossier, mais pas, à mon œil, à moi, c'est pas une tache
qui ruine sa carrière. Il s'est fait tester positif pour une niaiserie en fin de carrière dans un combat sans importance. Ça l'ajoute un petit ombre sur sa carrière, mais ça ne tâche pas sa carrière. Il n'y a rien à gagner à revenir dans l'UFC. Surtout pas après s'être fait taper d'un doigt d'avoir testé positif pour un test antidopage. C'est la porte de sortie, selon moi, pour Anderson Silva. Là, on ne parle plus de toi, ni en bien, ni en mal. Quand on va reparler de toi dans 2 ou 3 ans, ça va être pour souligner ta magnifique carrière. Selon moi, t'arrêtes ça maintenant. Puis surtout qu'Alistair Overeem va se battre dans pas très longtemps. Fait que... Bon point. Sur la carte qui s'en vient le 9 juin. 2-25, contre Curtis Blades. Alistair Overeem, s'il perd, il perdra sûrement pas par knockout parce que Curtis Blades, c'est pas un knockout artist. Mais attends, Overeem, un coup de vent bien placé. Là, une droite qui passe dans le beurre et peut être menaçante. Là. Mettons, Anderson Silva, c'est comme sur la glace, d'après moi, parce que justement, il s'est fait tester positif pour les stéroïdes, peu importe c'est quoi. Tant qu'à moi, je pense qu'il est suspendu aussi. C'est sur la glace, ça, je sais pas trop. Chael Sonnen, il se passe quoi avec lui? Il va se battre. Il est dans le tournoi encore. Il est dans le tournoi heavyweight. Dans le tournoi, il a gagné contre Fedor. C'est-tu contre Fedor, le prochain? Non, je pense que c'est Ryan Bader. C'est contre Fedor. Il me semble que c'est contre Fedor. Puis dans l'autre côté, c'est Fedor. L'autre côté, c'est Ryan Bader. Puis, voyons... Roy Nelson? Non, Roy Nelson a perdu. Roy Nelson est sub-officiel du Next Tournament. Mais voyons, il se battait dans l'UFC. Il a une petite face de gars cocky. Là. Il est toujours souriant, ben chill. Voyons, c'est quoi son nom? Un heavyweight naturel? Ben oui, un heavyweight naturel. Il se battait dans l'UFC il n'y a pas longtemps. Il a passé le KO à Emelianenko dans son dernier combat. Quand il s'est battu contre lui, il a battu Emelianenko. Aïe, j'en reviens pas que tu es en train de me faire ça. L'ancien joueur de football, Matt Mitrione. Mitrione, merci. Mathieu Mitrione. Ouais, Mathieu Mitrione. Voyons, son surnom c'était Meatbag. Meatbag, quelque chose comme ça. Je vais dire Chael Sonnen, juste pour contredire Max. Mais je pense qu'il va perdre contre Fedor, puis ça va être violent. La fin. Ça va être la fin. Je pense que ça va être violent. Bon. Fedor, c'est toute une commande, Fedor. OK. On en a parlé un peu tantôt, mais je veux juste savoir définitivement, est-ce qu'on va voir GSP en 2018? Si oui, contre qui? C'est moi? Je vais y aller. J'aime bien ça, ce sujet-là. Moi, je vois, on en a parlé un peu au début, mais je vois le GSP, s'ils sont capables de faire McGregor contre Khabib, GSP, c'est clair qu'il veut le gagnant de ça. Là, si tu y vas par logique, écoute, c'est-tu possible de faire ça au mois de septembre? McGregor contre Khabib à Vegas? Oui, je pense que c'est possible, c'est une possibilité. Après ça, il reste combien de temps? Il reste octobre, novembre, décembre. Peut-être ça va être dur. Faut que tu donnes un gros 6 mois de promotion au moins. Là. Un combat de GSP contre minimum. Je te dirais que je pense pas qu'il va se battre cette année, mais peut-être au début de l'année prochaine. Bon, intéressant. C'est officiel, c'est non. Officiel, c'est non? Sans hésitation, puis tu pourrais me demander la même question pour 2019, puis ma réponse pourrait être similaire. Ah ouais, tu penses que c'est la fin? Tu aurais pu inclure Georges Saint-Pierre dans tes questions. Ah ouais. Je pense qu'il va se rebattre. Mais encore, je sais pas pourquoi je le dis, mais je suis allé de me faire titiller. Il revient dans un combat épique, il nous fait toute une performance. Il amène Bisbing avec un coup de poing au sol, il te le finit en soumission. Il nous a fait la passe de la fixe. Il est blessé. Il y a quelque chose au côlon. Là. Des problèmes de colon, mais... Colitis, qui appelle en anglais. Je sais pas c'est quoi le terme en français. Là. Je sais pas. Puis c'est pas une critique nécessairement. C'est le meilleur of all time. Selon moi, c'est le meilleur de tous les temps. C'est ma personne que je mets en haut de tous les fighters de tous les temps. Et avec raison. Je pense que oui. On pourrait encore une fois ramener John Jones dans la discussion, mais lui, il a des tâches à son dossier. Georges n'a pas ces tâches-là. Arrête de me titiller. Donne-moi-en ou donne-moi-en pas. Dans tous les cas, je vais te respecter, mais arrête d'être dans les demi-mesures. Bon. C'est juste ça, moi. Prochaine question. Ça m'a fait penser à ça parce qu'on a eu Ibrahimovic, tu le connais plus? Qui a passé... Zlatan Ibrahimovic. Qui a passé. Puis, écoute, il s'est fait piler sur le pied vraiment violemment par un joueur de l'Impact.
Et avant de tomber au sol, évidemment, il a donné une petite soufflette en arrière de la tête avant de se rendre compte qu'il avait mal aux pieds. Mais ceci m'amène à... Je suis content que tu poses la question. Ceci m'amène à vous poser la question. Est-ce qu'il y a un sport plus teinté par le monde qui fait avec les comédiens que le soccer? C'est exact. Moi, j'adore le soccer. J'ai joué au soccer quand j'étais plus jeune, puis j'adorais ce sport-là. T'imagines pas? T'imagines pas jouer au soccer? T'imagines plus dropper les gants dans le coin de la patinoire. C'est ça, t'as pas de gants, ce jeu-là, je joue pas. Non. J'avais beaucoup de cardio en plus. Je back-checkais au soccer, c'est ce que j'étais pas supposé faire. OK. Mais en tout cas, j'aime ça pratiquer ça, mais c'est un sport que je trouve exactement pour ce que tu viens de dire. J'aime pas ça l'écouter à cause de ça. J'ai déjà vu quelqu'un, des highlights, il prend la main du gars, il se frappe d'en face, puis l'autre reçoit un carton. L'autre reçoit un carton. Allez checker les highlights. Là. À un moment donné, moi, le pire que j'ai vu, moi, c'est le gars qui se fait fliquer l'oreille, genre. Il fait juste comme, il flique l'oreille, puis l'autre, il tombe à terre, là, comme s'il venait de se faire donner un coup de poteau de téléphone dans la tête. Ah ouais. Je vais revenir vite sur ton truc de Zatlan. Là. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je suis pas un passionné de soccer, mais ça m'intéresse. C'est comme le thug du soccer. C'est le tough guy. Il fait 6 pieds 6. Il y a des tatous partout. C'est un dur à cuire là, dans le... Puis, tu vas faire ça. Son réflexe à moi, c'est... Quand il donne une claque en arrière de la tête, je fais bon, il joue encore au tough. Mais ça prend une demi-seconde où que lui, dans sa tête, il réalise « Ah non, là, je vais avoir un carton rouge. Il faut pas que je me fasse sortir du match. Ah, mon orteil, soudainement. Ma blessure du Vietnam. » Il est tombé à terre. Il est tombé à terre. Le soigneur est débarqué sur le terrain. Grosse mise en scène. Là. L'ambulance, presque. T'as-tu dit mise en scène? Ouais, c'est ça. Il a tellement pilé fort sur le pied qu'il est tombé enceinte. Direct. Il a accouché sur le terrain. Il est sorti du terrain avec comme son soigneur qui le tient par l'épaule. Puis, Mais le gars, au pire, il a reculé puis il a mis son pied sur le pied de l'autre. C'est tout ce qui est arrivé. Puis d'après moi, je pense que dans sa tête, c'est « Hey, salis pas mes souliers, bitch! » non, mais... Puis là, « Oh non! » Je peux pas... Aïe, aïe, aïe. Je les ai achetés aujourd'hui. C'est ça, ils sont blancs. Qu'est-ce que tu fais là? Une vraie blague. On va augmenter le cran de violence. Je veux juste dire, une autre affaire que j'aime pas, mais c'est de valeur. Ça pourrait être un beau potentiel, le soccer. J'aimerais ça qu'ils arrêtent de mettre des parties nulles. J'aime pas ces parties nulles. 0-0, ça devrait pas exister. Ouais. Fais-moi un scénario. Ça pourrait finir 15-16, puis ça m'intéresserait pas plus. Mais bon, ça, c'est une question d'opinion. Écoute, ça 15-16, ça me ferait. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je riais. Tu veux que j'écoute le soccer, là? Mettez-leur des lames de rasoir, là, ses souliers, là, puis genre, avec un gars dans le milieu du terrain avec un lance-flamme. Tu comprends? Tu t'approches trop de lui, puis je vais l'écouter. Mais à part ça... T'as pas le droit de faire la comédie, sinon... Non, t'as le droit de contact. T'as le droit de contact. Ah oui! La crosse. Mais comme à la crosse. Donnez-leur des épaulettes, là. Donnez-leur des épaulettes, là. Puis, bref, écoute, je juge pas le monde qui aime le soccer. C'est un jeu plus cérébral que physique. Exactement. Mais quand la comédie, ça entache le sport, il n'y a aucun doute. C'est juste pas pour moi. OK. On salue les Italiens et la Coupe du Monde. C'est ça. Ouf, ça, c'est bitch, ça. Attends, t'as un point rouge. Un point rouge. Là, je viens de me mettre une nation à dos. Je me suis toujours demandé vite, là, parce que je sais qu'on ne veut pas s'éterniser là-dessus. Ah non, surtout pas sur les gros coups de tête là, avec le ballon, là, ils pognent-tu des commotions cérébrales avec ça des fois? Mais non, c'est un ballon. Ah, mais t'as-tu déjà donné un coup de tête à un ballon que je te kick le plus fort que je peux? Non, mais le pire, c'est que le cerveau doit se promener un peu. Mais ça doit être pour ça que quand tu y fliques l'oreille, il y a vraiment mal, parce qu'il y a déjà une commotion. Le syndrome de commotion. C'est ça. Exactement. Là. Ça prenait juste ça. L'apparence, c'est sûr que ça n'a pas l'air à être un... Ça peut pas faire du bien, mais regarde, si t'es malchanceux, tu fais une tête par match, 2. C'est dur à dire. Ça doit l'air pratiquement aussi. Ça peut pas... ça peut pas être pire que Dustin Byfuglien qui te ramasse dans un coin. Là. Puis lui, quand tu joues contre... c'est pas le même genre de c'est pas le même. C'est ça. C'est exactement. C'est comme tu te vides automatiquement. Son jackstrap est gros comme le ballon à lui. OK. Prochaine question. Je vais juste parler vite de Shohei Ohtani, le lanceur des Angels d'Anaheim, qui...
Je disais Angels d'Anaheim? C'est les Angels, effectivement. C'est les Angels de l'Anaheim. Effectivement. Lanceur qui frappe aussi, qui a une moyenne au bâton bien en haut de 300 et qui lance des plombs entre 95 et 100 000 à l'heure. Fait que, est-ce que vous pensez que ça va apporter une nouvelle ère dans le baseball, des athlètes multidisciplinaires qui vont être capables de frapper autant que lancer? Moi, j'adore qu'est-ce qu'il amène. C'est un vent de fraîcheur pour moi. C'est pas vrai qu'un lanceur n'est pas capable de frapper la balle. Je comprends absolument que tu veux maximiser les performances de ton lanceur puis de préconiser l'entraînement du bras puis des lancers puis ainsi de suite. Mais c'est un sport qui va des deux côtés. Il y a de la défensive puis il y a de l'offensive. Il faut que tu sois capable de frapper la balle. Je me rappelle dans mes plus beaux moments de baseball, Greg Maddox des Braves d'Atlanta qui frappe un circuit. C'était écœurant. Bartolo Colon, il y a un an ou deux. C'est 300 000 livres. J'aimerais ça que tu l'appelles par son surnom, Big Sexy. C'est ça son surnom pour de vrai. Son surnom, c'est Big Sexy. C'était écœurant. Il s'étend les bras d'un circuit. C'est plaisant à voir, mais lui, il fait d'un niveau athlétique. Il est vraiment, je pense qu'à partir de là, on joue les trois au baseball, c'est le fun d'aller au bat. C'est le fun de lancer la balle, là, c'est pas ce que je dis, mais c'est le fun d'être au bat et frapper. Et je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut aider ta performance de lanceur, de te faire lancer des balles, de comprendre qu'est-ce qui... Tu sais, quand toi, tu es au bâton, tu te dis, hey, ce pitch-là, qu'est-ce qui n'est pas frappable? Il n'est pas frappable, je vais essayer de l'utiliser contre les autres. Quand moi, je vais lancer, ça peut pas être mauvais. Là, C'est dans la nationale que les batteurs ils frappent. Imagine dans l'américaine, un lanceur qui a tout le temps lancé dans l'américaine, tout soudainement, il se fait échanger à la nationale. Là, il n'a pas le choix d'avoir pratiqué tout le temps, dans le fond. Les autres lanceurs de la nationale trouvent ça bien drôle. Exact. Ils trouvent ça bien drôle. Je trouve ça bizarre. C'est effectivement bizarre. Tu trouves ça bizarre que dans une ligue où à la fin de la saison, tu vas couronner un seul champion, tu as des règlements différents. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais compris ça. Je trouve ça bizarre. Mais bon. On en parlera une autre fois. OK, on va essayer de finir ça vite. On étire un peu. Si Las Vegas gagne, ça va prendre combien de temps avant qu'il fasse un film sur l'équipe? Shit. 1 an. 1 an? Non, peut-être plus que ça. Pas très long. Pas très long. D'ici 5 ans, parce que ça se peut que... Parce qu'à l'allure qu'ils sont partis, ça se peut qu'ils en gagnent 2. Je les vois pas ralentir. Mais bon. 2 ans pour Chuck? Moi, je pense qu'ils vont s'essouffler l'année prochaine. Oh. OK. Max, il est tellement... Il est tellement un incrédule. J'y croirais jamais. Voyons. Pourtant, le head coach, il a le même nom de famille que mais le head coach, pour de vrai, c'est une histoire d'amour. J'espère de tout mon cœur. Puis en fait, je vois vraiment pas comment il pourrait pas gagner le trophée Jack Adams cette année. Là. Ouais, c'est bon, comment tu gagnes pas le trophée Jack Adams en prenant une équipe qui n'a pas d'équipe? Son nom il est gravé dessus, je te le confirme. Puis c'est drôle parce que si je pouvais faire un article sur le sport à propos de Gérald Galland, ça serait l'arrêt de taxi vers la Coupe Stanley. Oui, c'était fait ça. Tu te fais mettre à la porte par ton équipe, tu te fais mettre à la porte de l'aréna, ciao, prends le taxi qui est là-bas, puis va-t'en chez vous, puis tu te ramasses dans une équipe ta première saison, tu t'en vas en Coupe Stanley. Merci, je pense que vous avez en primeur aujourd'hui que ça va être sur la page de la Clé de Bras, l'article que tu viens de parler. Je vais te donner les feeds, puis tu m'écriras ça. I love it. Prochaine question. Quel sport, selon vous, contient le plus d'athlètes dopés? Oh! Moi, je vais y aller avec la NFL. Oh. J'ai le goût de te dire le vélo. Oh. C'est un sport, ça? Oui, c'est un méchant sport pour ça. Ouais, je pense que c'est pas... Monte une côte avec un bicycle, ouais. Je sais pas, si le baseball... Je sais pas. Il y en a plein. La NFL. Il y en a plein. Je sais pas s'ils sont testés, Le sport du vélo, pour moi, a tellement été taché par des centaines et des centaines de scandales de drogue, c'est que c'est mon drop facile. En tout cas, c'est clair que c'est pas la UFC, ils sont tellement testés. Plus maintenant. Petite parenthèse, demain, je me rappellerai tout le temps, à un moment donné, Mike Trout était au bâton, je me rappelle plus contre quelle équipe, puis c'était une partie où je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, puis tu entendais un gars en arrière qui était là, « Mike Trout, you're juiced up! You're juiced up, Mike! » Et comme de fait, il l'a sorti du stade. Oh. Il a sorti la balle. Mike Trout a fait un coup de circuit, il s'est retourné, il a regardé le gars, il a fait un petit signe de gun, genre, et il a fait le tour des buts en souriant. Wow, quelle belle scène. OK, dernière question.
Pensez-vous que le UFC un jour va acheter Bellator? J'espère que non. Moi, j'espère que non. Je te connais, là, je sais pourquoi, parce que tu aimes ça, la rivalité. Puis, c'est deux angles, deux visions. Le monopole amène jamais rien de bon. Exact. Quelqu'un qui va arriver avec quelque chose de nouveau, qui va peut-être donner l'avantage. Puis là, je dis Bellator parce que l'UFC a clairement l'avantage en ce moment. Mais Bellator arrive avec une nouvelle idée. Le UFC n'a pas le choix de s'ajuster par rapport à ça. Fait que le produit, le but, c'est soit que tu sois la meilleure compagnie possible. Fait que si tu n'as pas de compétition, tu dis que c'est quoi. Si c'est toi qui décides qu'est-ce qui est le meilleur possible, est-ce que tout le monde va toujours mettre la barre là? Si c'est moi qui set la barre, peut-être qu'un lundi matin, ça me tente que la barre soit là. Fait que si tu as quelqu'un qui te pousse dans le derrière à tous les jours, ben la barre ne peut jamais être en bas de ça. Alors, reviens 5 ans en arrière, Bellator, on n'en parlait pas beaucoup, puis là, on en parle de plus en plus. Fait on en parle beaucoup. Fait qu'il commence à. Il gagne du galon. Puis je me rappelle. Scott Coker, c'est un très. Moi, je l'aime bien. Un super promoteur. Mais je me rappelle que Dana White, au début, ridiculisait Bellator puis disait cette compagnie-là, c'est de la boîte, puis ça ne marchera jamais. Puis finalement, on est forcé de dire que finalement, Bellator, ils ont un modèle d'affaires. Ils ont un modèle d'affaires qui marche. Ouais. Fait que c'était tout. C'était tout pour moi aujourd'hui, messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu avec autant d'honnêteté, de franchise. Je pense qu'il y a eu de l'honnêteté, de la passion. C'était... des rires. C'était... Splendide. Splendide. It is what it is. C'est ça, comme dirait Georges Saint-Pierre, it is what it is. Ça va être rendu seul slogan. La clé de bras, it is what it is. Bon, on arrive à la partie la plus excitante du podcast. Là, on est allumé. Oui. Allumé comme la torche olympique. Oh my God. UFC 225. Le 9 juin. J'ai hâte. Là, on pourrait dire que c'est peut-être la carte de l'année. En date d'aujourd'hui, il va y avoir d'autres cartes qui s'en viennent qui vont être peut-être aussi excitantes, sinon plus. Je pense que 226 aussi. Je pense qu'il va y avoir 3 grosses cartes cette année, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que 225 et 226 se suivent, évidemment. Oui, comme nos 2 circuits intérieurs cette semaine au baseball. Oh, mention spéciale, 2 circuits intérieurs. Puis je précise pour ceux qui étaient au match, les centaines de milliers de spectateurs qui ont assisté au match, les gars ont frappé la balle probablement dans le même, je dirais, cercle gros comme ça. Dans un hula hoop. Au champ centre, très loin, la balle est atterrée à la même place, elle s'est à côté, au même endroit dans la clôture, puis mes chums riaient en courant autour des buts. J'étais très content, j'avais les mains comme ça à côté du marbre, prêt à taper dans les Je riais moins le lendemain, j'étais pas capable de marcher. Écoute, on en parlait tantôt, du deuxième au marbre, là, j'étais sur le pilote automatique. Quand je suis arrivé au 3e, puis vous avez dit « t'as le temps », j'étais là « Ah, man, t'es-tu sérieux? T'es-tu sérieux? T'es-tu bien sûr que j'ai le temps? » Parce que si j'arrive au marbre, je me fais retirer, je vais être en tabac. même pas proche. Bon, on commence avec... c'est lequel le premier combat qu'on check? Le combat peut-être Fight of the Night. Black on Black Crown. Non, pas Black on Black Crown, pas tout de suite. Le potentiel Fight of the Night, Clay Guida contre Bobby Green. Écoute, l'homme qui n'a pas évolué. Clay, l'homme de Cro-Magnon Guida contre Bobby Green. Que j'ai mis la feuille de Clay Guida en dessous des autres parce qu'on dirait qu'il nous regarde puis il va sortir de la feuille puis il va essayer de nous battre. J'ai peur qu'il me morde un doigt. Check ça, sa photo. Je m'attends vraiment à un combat explosif. Ouais. Si c'est un combat qui se mène à la décision, c'est un combat, selon moi, ça veut dire que les gars vont avoir mal à la tête pendant longtemps. Écoute, puis ça va frapper. On parle de Clay Guida. Ça va frapper dans ce combat-là. Bobby Green aussi, là, c'est pas... Exact, c'est 2 brawlers. Il vient pour danser, là. Il n'est pas sur les lignes de côté, il ne regarde pas. Ça va être une compétition du premier qui recule, là. Ils vont aller... on se rencontre au centre de l'octogone et on frappe. Mais quel style, Clay Guida? Il a vraiment l'air d'un chimpanzé, man. Avec ses cheveux, avec ses petits cheveux qui vont partout. C'est qu'est-ce qu'il y a de l'air. Il a quand même amélioré beaucoup, je trouve, son style de combat depuis qu'il est avec, si je ne me trompe pas, avec l'équipe de Uriah Faber. The California Kid. Faber. J'avais déjà vu un reportage en passant, petite anecdote, je suis bon avec les anecdotes. Clay Guida, il reste dans un RV. Il n'y a pas de maison.
Ça me surprend tellement pas. Ah ouais, il ramène des petites, ah ouais. Il se parque au bar. Tu restes où? Dans le parking. Dans le suavemente, là, tu sais. Fait que, moi, je pense que c'est... Deux styles. Je vais dire Bobby Green. Ouais, je vais y aller avec Bobby Green aussi. Je pense que... Ah ouais? Ouais. Je vais y aller avec Clay Gouda, moi, par décision. Juste que Clay, il y a eu beaucoup trop de guerre. Il y a eu beaucoup trop de guerre avant. Il a survécu à beaucoup de guerres, mais à un moment donné, j'ai l'impression que ça pourrait être la fois que ça casse. Une chose qui est sûre, il va parler de Nate Diaz si jamais Clay Gouda gagne. C'est sûr qu'il va parler dans l'entrevue parce qu'il y a une grosse... il y a eu quelque chose, ouais. Ils se sont pognés les deux dans un show amateur en Californie. OK, oui. Ah ouais. Ouais. Supposément que les Gouda étaient sortis de l'ensemble. Ils étaient coupés. Ils se sont battus. Ah, ouais. Le Nate Diaz, en plus, il faut qu'il réponde de ses actes. En tout cas, il est arrivé tout un brawl. Et Nick Diaz aussi. Nick Diaz, le frère de Nate Diaz, qui s'est fait arrêter pour violence domestique. C'est ce qu'on disait tantôt. D'après moi, il a commencé à se tenir avec Roberto Osuna. As-tu vu son coude à Nick Diaz? Il gros de même. Ils ont monté OK, fait que vous êtes Water Elbow Brothers? Non, lui, c'était fou. Là. Lui, c'était une balle de quai. Moi, c'était une balle de golf. Ah, ben, ce qui est quand même pas bien mieux. Non, c'est deux sports... Bon, fait que, écoute, on va passer... on va... Plus cette carte-là... Oh! Ah, OK. Là, on est là. Black on Black. Le boy à Max. Ouais, mon préféré de tous les temps. Tu l'aimes pas? Non, il l'aime pas du tout. Mais pourquoi tu l'aimes pas? Il a de l'air d'un super héros. Il y a tellement une attitude de gars cocky quand il parle, la façon qu'il soulève la tête. Ouais, mais c'est son accent, ça. C'est pas son accent qui me dérange, comme la façon qu'il parle puis qu'il est arrêté au-dessus de tout. Puis il n'y a rien que j'aime plus que de le voir de tomber. Ça m'a tellement fait plaisir la dernière fois qu'il s'est fait knocker, knocker par Ngannou, là. Mais la vraie question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le CV ou le pedigree de Alistair Overeem? Dans les heavyweight, non, pas du tout. Il a tout gagné. Il a tout Même gagné. que je pourrais dire qu'Overeem, dans ses 8 derniers combats, a quand même gagné 6 fois. Quand même. C'est quand même une statistique qui m'a surpris quand j'ai fait la recherche. Autant que je peux le détester, tu peux pas y enlever 6 victoires dans ses 8 derniers combats. Il est rendu à quel âge? Il est pas... 38 ans. 38, quand même. Et lui aussi se bat depuis des lunes. Mais combien de commotions qu'il y a eu? Combien de knockouts? Il y en a eu pas mal. Là. Ah, puis pas des petites, là. Ouais. Je te dirais, ça serait au nord de 5. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de ce combat-là, c'est le style des deux combattants. Écoute, c'est clairement un kickboxing. Alistair Overeem, c'est un striker, c'est un gars de kickboxing background versus Curtis Blades. C'est un gars plus de wrestling. Oh, ben, je pense qu'il n'a pas été médaillé d'or pour médaillé d'or aux Olympiques. Je sais pas si va sortir. Je sais qu'il. Je pense qu'il. En tout cas, je te dis qu'il était sur l'équipe olympique de lutte. Okay. Freestyle wrestling des États-Unis, mais je pense qu'on checkera ça plus tard, mais je pense qu'il y a eu 9 victoires, une seule défaite quand même. Quand même, oui. 6-4 les deux. Ils ont presque le même poids. Ils ont perdu contre Ngannou. Curtis Blades? Ça se défaite contre Ngannou à arrêt de l'arbitre. Oui, c'est qu'est-ce qui est pas bon signe pour lui parce que Alistair Overeem, c'est un bon striker. Là. Exact. Mais c'est quand tu as une défaite contre Ngannou, il y a quelques... Attends, j'ai la date en 2016. J'imagine que tu apprends ta leçon contre Ngannou. Il avait amené Ngannou au sol. En plus, il avait mis Ngannou dans le trouble un peu jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pense que c'était à la reprise d'une ronde. Ta prédiction, vos prédictions pour ce combat-là? J'aimerais vraiment, je vais dire Overeem parce qu'il y a un coffre d'outils qui est beaucoup plus diversifié. Il n'est pas mauvais au sol. Il n'y a pas un mauvais ground game. Il n'y a pas un mauvais ground game du tout. C'est un vétéran. Je pense vraiment que s'il joue les cartes de la bonne façon, il y a un pas mauvais Muay Thai aussi. Hein, on l'oublie souvent, mais Overeem avec ses genoux peut être très dangereux. Fait qu'une tentative de mise au sol répondue par un coup de genou d'Overeem pourrait mettre fin au combat assez rapidement. Moi, c'est ma prédiction. Par sa jambe qui doit peser KO par coup de genou. Ah ouais? Right to the chin, my friend. Chuck? Moi, je vais y aller avec Alistair Overeem aussi parce que c'est un vétéran. Il y en a vu d'autres. Curtis Blades, c'est un jeune... un jeune loup. Un jeune loup. Tu penses qu'il est pas à ce niveau-là encore? Pas qu'il est pas à ce niveau-là. Ça se peut qu'il gagne, mais s'il gagne, ça va être décision. Il a quand même battu Mark Hunt, je pense. J'aime le fait... Ah ouais? Il a battu Mark Hunt. Et Mark Hunt est quand même très dangereux. Oui.
très dangereux. Je pense qu'il est peut-être plus dangereux qu'Ngannou encore. Plus d'expérience, en tout cas. Plus d'expérience, Je vais y aller avec Overeem, avec un genre de petit coup sournois bien placé. Moi, je vais y aller avec... et ça me fait de la peine de dire ça. Je vais y aller avec Curtis Blades avec une décision plate. Moi, ça me fait plaisir. Une décision plate. Ouais, une décision plate. D'après moi, ça sera pas du ground and pound, ça va être un ground and grind. Ouais, Il va l'amener à taille, il va le contrôler, puis... c'est Georges Saint-Pierre. Écoute, combat super excitant. Après, on va parler de CM Punk contre Mike Jackson. Je pense que c'est la première fois qu'ils vont battre un record. Pour le monde qui ne savent pas, CM Punk, Max m'en veut. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Je peux pas parler. On a dit qu'on allait en parler. Écoute, CM Punk a une fiche quand même reluisante de 0 victoire et 1 défaite. Et son adversaire a une fiche aussi de 0 victoire et 1 défaite. C'est sûr et certain que dans l'UFC, c'est la première fois qu'il y a un combat où personne n'a de défaite. Personne n'a de victoire. Personne n'a de victoire, excuse-moi. Fait que, comme dirait l'expression, someone's O has got to go. Les arts martiaux 101. C'est vraiment placé haut dans la carte. Là. Quand on regarde ça, après ça, il reste 4 combats. Je pense que c'est eux autres qui ouvrent le main event. Ouais, c'est eux autres qui ouvrent le pay-per-view. Hey, on a dit 48 mots et c'était probablement 47 de trop sur ce combat. Je veux juste dire de quoi. Avant. Vas-y. L'affaire que j'aime vraiment pas de CM Punk, tu remarqueras, là, son dernier combat, il fait comme si c'était un combat là, comme à la lutte. Là. Il se la joue pas à peu près. Là. Il arrive avant il monte les marches de l'octogone. Okay, il regarde dans les airs de même. Il pointe. OK. Là, il court, il rentre dans l'octogone, il court alentour du ring, puis là, Mickey Gall, il est là, puis... Mickey Gall, il est là, je vais te défoncer. Puis l'autre, il marche proche, là, il pile quasiment ses orteils, puis il regarde... Puis là, il se fait défoncer. Écoute, écoute, il n'y a rien de plus le fun de voir quelqu'un qui joue à ça se faire planter. Là. Oh, yes. It fuels my fire. En tout cas, Mickey Gall, c'est pas le même. C'est tout un fighter comparé à Mike Jackson. Fait que ça peut être intéressant pour ceux qui sont amateurs de lutte. Écoute, ça risque. Peut-être qu'ils pourraient... Ben non, mais ça risque de finir comme. C'est le combat que tu vois au coin du bar là, en fin de soirée. Là. Deux gars qui swingent. Mike Jackson, en sachant qu'ils ont un analyste, c'est comme un Ariel Helwani, dans le fond. Là. Tu savais que c'était un reporter, ce gars-là. C'est pas Ils partent à l'arme égale, c'est ça qu'on dit. Bon, ça peut être un combat intéressant, mais ce qui ne m'intéresse pas assez pour en parler. Bon, OK. Fait que le gagnant, c'est certainement pas le public. Non. On y va-tu avec une prédiction ou on s'en calisse? On s'en calisse. OK. Petite note, parce que là, il reste 2 gros combats. On va juste faire une petite note contre Holly Holmes, qui va se battre contre Megan Anderson. Oui. Et si vous allez voir sur le site du UFC, pour voir, dans le fond, la carte, Megan Anderson, j'ai essayé de fouiller un peu pour voir son parcours et j'ai rien trouvé. Même pas une photo, parce que... Dans le fond, si tu regardes la carte, le fight card, il n'y a même pas d'image d'elle, c'est une ombre. Fait que je trouve ça un peu insultant. Tu peux pas perdre contre Tu peux pas perdre contre la femme sans visage. Mais j'aime ça qu'Holly Holmes se batte encore. Je pense qu'on est tous des fans de The Preacher's Daughter. Je l'aime d'amour. Elle est géniale. Le coup de pied contre Ronda va rester marqué dans mon cœur à tout jamais. Un des beaux moments de ma vie. Sans aucun doute. Et qui avait été... c'était la même soirée que Nate Diaz avait battu Conor McGregor. Ah ouais. On était-tu pour une belle ride ce soir-là? Aïe. Il y a des bookies qui ont perdu de l'argent. J'aime ça qu'elle soit revenue dans le mix déjà parce que elle a perdu contre Cyborg. Elle a perdu contre... Jermaine de Random. Merci. Puis contre Jermaine, c'est un combat vraiment serré. Puis s'il n'y avait pas eu de coups illégaux, elle a gagné sans aucun doute. Non, s'il y avait déduit des points pour les coups illégaux. Aussi. Check ça. Puis c'est la meilleure opposition que Cyborg a jamais reçue. Elle change de catégorie hein, parce que sur le match-up qu'on a ici, il y a Megan Anderson à 145 livres et Holly Holm à 135. Donc j'imagine qu'Holly Holm monte de catégorie de poids. Elle va se rebattre à 145 parce que contre Cyborg, c'était à 145, non? Ouais. J'imagine que c'est ça.
Bon, là, les gars, on passe aux choses sérieuses. Rafael Dos Anjos contre l'homme probablement le plus recherché en Amérique du Sud, Colby Covington. Les yeux à Max disent tout. Non, ce gars-là, il n'est pas bienvenu. J'imagine que même dans le sud de l'Europe, dès que tu traverses l'Équateur, ce gars-là, il est recherché partout dans le monde. D'après moi, lui, il est bien en Arkansas. S'il pouvait déménager en Alaska, ça l'aiderait sûrement un peu. Parce qu'il trash talk pas mal. C'est un Chelsonen qui dépasse les bornes. Ouais, parce qu'il est tout le temps à l'autre bord de la fronte. Il a la limite, mais lui, il la dépasse tout le temps. Non, lui, il est well past. Limite, là. Pour le monde qui ne connaisse pas Colby Covington, il avait gagné son dernier combat, il a gagné contre Damian Maia. C'était au Brésil en plus, je pense. Je pense que c'était au Brésil. Puis bref, il s'était mis à insulter les Brésiliens, puis il disait que ce pays-là, c'était une vidange, puis que les Brésiliens, c'était des vidanges. Puis en tout cas, et après ça, il a fallu qu'il réponde de ses actes envers Fabricio Verdum, qui avait croisé. Il avait garoché quelque chose. Il avait garoché son computer. Mais bref, super combat. Raphaël Dos Anjos, toujours excitant. Oui. Un gars qui a un renouveau dans sa carrière depuis qu'il est monté à 170 livres. Je pense qu'il n'a pas perdu depuis qu'il était à 170 livres. Invaincu à 170 livres. Il a gagné ses 3 derniers combats, certainement. Des adversaires, Robbie Lawler, Neil Manny puis Tarek Safreddine. Tarek Safreddine, oui. Quand même, Tarek Safreddine est un petit peu moins peut-être connu de ceux qui suivent un peu moins ça, mais quand même un adversaire assez solide. Puis les 2 autres que je viens de nommer, Neil Magny et Robbie Lawler, c'est toutes des pièces à ajouter à ta liste de chasse. Et en plus, Robbie Lawler, c'était une domination totale. Il n'a jamais eu une chance dans le combat Robbie Lawler. C'est quoi d'ailleurs avec lui, Robbie Lawler? Je pense qu'il va prendre un petit break. Il mérite. Il mérite. Oui, il mérite certainement. Si on regarde les classements, justement, pour il doit être encore top 5. Ben, je parle pas de Robbie Lawler, mais je te parle de ce combat-là. Mettons, Dos Anjos contre... c'est le 2 contre le 3. Il y a Steven Thompson qui va se battre... Il est monté vite, Covington. Quand je regarde ses 3 derniers combats, d'accord qu'il a battu Damian Maia, qui est une excellente tête à battre. Ouais. Mais après ça, Dong Young Kim, qui était... Il est moins d'actualité. Il est très bon, mais il n'est pas top 5. Puis après ça, tu m'as aidé avec son nom tantôt, Gab, mais Barbarina. On dirait le nom d'une tune des Bee Gees. Je suis un bon amateur de UFC. Là. Quand je n'ai jamais vu ton nom, d'habitude, mais le style des deux... C'est un petit Raphaël Dos Anjos pour cette catégorie-là. 170 livres, il est petit, mais... Il est pas gros. Moi, je le vois gagnant, Raphaël. Écoute, on va pas se leurrer. Là. Moi, je vois Raphaël Dos Anjos par homicide involontaire. Exactement. Là. Il va... Et je pense que Colby Covington, j'ai hâte de voir si... tu sais, Chelsonen, parce que il y a beaucoup de personnes qui le comparent à Chelsonen, parce que justement, ils ont un parler. Sa meilleure arme, c'est probablement sa langue. Il peut te battre avec dans le mind game. Exactement, mais Chelsonen, on le sait, c'était tellement ridicule ce qu'il disait qu'on sait que ce gars-là, il est brillant, Chelsonen. C'était un personnage. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est vrai que tu dis, c'est quand même brillant, qu'est-ce qu'il dit, c'est pensé. C'est super pensé, puis c'était quand même... Il y a des tournures de phrases qui sont hilarantes, puis même si tu as le droit de pas être d'accord avec ce qu'il dit, je fais juste penser, puis ça me fait rire, parce que je pense à toutes les conneries qu'il a pu dire. Mais tu sais que ce gars-là, c'est un gars hyper brillant. Colby Covington, j'ai tendance à croire que c'est juste, excusez-moi l'expression, un hostie d'imbécile. Tu peux pas. Parce que Chelsonen, mettons, quand il insultait les Brésiliens, il le faisait, mais comme en étant un personnage de lutte. T'sais, il était là, il faisait son frais. À la WWE. À la WWE, les Brésiliens, vous êtes tous des... comme un petit acte, vous êtes tous des crottés, moi je suis le gangster. Mais Colby Covington, il le fait d'une autre manière. Il est agressif. Il est violent. Il est comme... Exactement, il est comme, vous êtes tous des déchets, vous êtes tous des maths. On dirait que ça me rend mal à l'aise un peu de voir quelqu'un de même. Puis on dirait que j'espère que Raphaël Dos Anjos va y rentrer une coupe de dents dans le fond de la gorge. Je pense qu'on va être correct. Oui, on est correct. Je pense que Dos Anjos s'occupe de ça. Tu as raison. Tu as absolument raison. On ne sait jamais. C'est un gros gars. Il a gagné contre Damian Maia quand même.
Mais rien de. Oui, tu as battu contre Damian Maia, mais Damian Maia, je pense qu'il commence à être. C'est un serpent, là c'est un gorille qui va se foncer, là. Qui te fonce dessus. Là. Un petit gorille. C'est que Damian Maia, il frappe pas. Damian Maia, aussitôt qu'il arrive au sol, il va essayer de te faire une soumission, tandis que Rafael Dos Anjos, il t'amène au sol et il va te faire mal. Le gagnant de cette carte-là, de ces deux combats-là, de ce combat-là, il va-tu se battre contre le gagnant de Darren Till puis Stephen Thompson pour moi, directement mais moi, non, mais à un moment donné, Woodley faut qu'il se batte. Je pense que le gagnant de ça avait confirmé, ouais, c'est vrai. Que le gagnant allait se battre contre Woodley. Puis à un moment donné, contre Woodley, ça serait un match-up. Rafael Dos Anjos. Deux match-ups similaires, là. Deux gars de lutte assez forts avec des mains explosives. Oui, mais la différence entre Rafael Dos Anjos et Tyron Woodley, c'est que Rafael Dos Anjos, il veut se battre. Tyron Woodley, il veut juste garder sa ceinture. T'as raison. Je donnerais la vitesse à Woodley, par exemple. Et là, à un moment donné, le free ride, là, c'est fini. Là. C'est fini, Woodley, il va falloir que tu te battes. Tu ne pas dans la piscine, tu sais pas si l'eau est chaude ou si elle est frette. Il faut que tu te battes pour avoir un... Ça fait combien de temps? Là? Ça fait plus qu'un an, Woodley. Parce qu'il y a eu une opération à l'épaule. Faut pas t'oublier ça. Je suis pas en train de dire qu'il veut pas se battre, mais je veux juste que si tu veux toujours performer puis te battre contre les meilleurs, ça fait un an, 2 ans que tu l'as pas fait. Ça fait pas un an. C'est même pas une question de... oui, 9 mois. Oui, t'es blessé, mais au moins, pendant que tu es blessé, dis oui, j'ai hâte de revenir à la compétition. Mais lui, même pendant qu'il est blessé, tu vois que le cœur y est pas. Il dit ouais, mais je me battrais contre lui, mais s'il me paye tant. Ouais, il est à l'argent trop. Je me battrais contre lui, mais s'il me paye tant. Lui, honnêtement, là, écoute, mets des gants de boxe à une chèvre, là, puis dit il va te donner 2 millions, il va aller se battre contre. Là. Ouais. Il a perdu. C'est pas bon pour le sport. Il a perdu, exactement. Il a perdu l'aspect compétitif des arts martiaux mixtes, de dire moi, à la base, le UFC, ça a été inventé parce que tu voulais prouver que les arts martiaux que tu pratiquais étaient meilleurs que les autres arts martiaux que quelqu'un d'autre pratiquait. Quand ça a commencé, le premier UFC, là, il n'y avait pas 2 gars qui faisaient du jiu-jitsu. Il y avait un gars qui faisait du jiu-jitsu, un gars qui faisait du kempo karaté, un gars qui faisait du muay thai. Et c'était, dans le fond, le but ultime, c'était de savoir quel art martiaux est le plus pratique pour te défendre dans une situation où ta vie est en danger. Oui, et de loin. Ouais. Mais bon. La lutte est pas pire aussi. La lutte, c'est bon, mais... Oui, mais c'est limité. Un coup rendu à terre, faut pas que tu oublies que le but de la lutte, c'est de piner les épaules du gars à terre, mais tu tueras jamais quelqu'un en épinant les épaules à terre. Tandis que si tu y fais un rear naked choke et tu décides de pas le lâcher quand il tape, ben, c'est la fin. Tu as une petite rencontre avec Saint-Joseph. Tu n'as pas une base de jiu-jitsu, tu t'offres pas longtemps. C'est fini. Le monde, ça va assez vite, puis c'est fini. C'est fini. Fait que vos prédictions, les boys, Rafael Dos Anjos Dos Anjos par meurtre? Je vais dire KO. KO plus tard, 3e round. Ah, puis j'espère qu'il... On parlait du move l'autre jour, là, le gars qui a pilé sur l'autre gars pour s'en tourner à son coin pour faire un backflip. J'espère que Rafael Dos Anjos va faire ça sur Covington. Ça passerait. Ça passerait. C'est un art martial. C'est un vétéran. On peut dire vétéran. On peut commencer à le classer dans... Moi, je le vois comme un Brésilien qui a vraiment beaucoup de classe, il est respectueux, puis tout ça. Puis c'est un ancien champion. Il a déjà été champion? Ben oui, il était champion. Il se battait contre Connor pour la ceinture. À 155 livres. Puis écoute, moi je souhaite tout le bien, puis je vote pour lui, je veux absolument que ce soit lui qui va gagner. Je pense que c'est lui qui a le plus de skills. Comment on dit ça? Il y a plus d'outils. Ouais, exact. Il y a le plus d'outils. Je pense qu'il va gagner assez facilement. Peut-être, je donnerais peut-être un round à Kobe, peut-être 2, mais éventuellement c'est un 3 rounds. C'est un 3 rounds. C'est un 3 rounds, il n'y a pas de ceinture. Attends une minute, ça va-tu être pour la ceinture intérim? Je pense oui, c'est pour la ceinture intérim, c'est 5 rounds. Donc, je vais dire Rafael Dos Anjos en 3e round. 3e round, KO. Ben, t'as 2 choix. Ouais. Sinon, c'est soumission. Parce qu'il ne gagnera pas par intimidation. Par soumission? On est tous les deux pour dire Dos Anjos au 3e. Moi, je dis Dos Anjos 2e round. Ça va être expéditif. Ça va être KO. Ouais. KO, ground and pound. Ground and pound, puis si Colby est chanceux, il va se tourner, il va lui donner son dos, puis Rafael Dos Anjos va finir avec un étranglement. La soumission est une bonne possibilité, mais je pense que ça va se faire tout de suite au coup de poing. Exactement. Joe Rogan va pouvoir l'interviewer avec un petit sourire dans le coin. Oui. Don't slap me, come on. Oui. Écoute, là, on y va pour toutes les billes. Je ne sais pas si ça se dit en français. For all the marbles.
le combat revanche entre Yoel Romero et Robert Whittaker. My boy. Ton boy, Yoel Romero, hein? J'ai de la misère avec lui. Je te l'ai dit. Moi, là, quand je t'ai vu te pouper dessus... c'est sûr que c'est quand même quelque chose que tu oublies difficilement. Tu sais, je veux dire... ça reste dans ta tête, là. J'ai de la misère. Ben oui, j'ai de la misère. Je peux te dire, il y avait des short mauves. Écoute, c'est fou, là, mais bon. Ouais. Robert Whittaker, justement, combat revanche qui avait été remporté par Robert Whittaker. Et quelle performance incroyable, hein? Peut-être, ce combat-là, c'est le combat avec TJ Dillashaw et Cody Garbrandt, que c'est les deux combats que je suis plus excité de voir de cette année. Ah ouais. Il y avait aussi Rose contre Johanna, le rematch. Sûr, mais ça, c'est quand ta blonde se bat, c'est sûr que c'est excitant. Je vais mettre aussi Daniel Cormier puis Stipe Miocic dans cette catégorie-là. Ces 4 combats-là, je pense que ça va être les combats de l'année. Ah, peut-être George aussi. George, non, pas George Connor. Peut-être Connor puis Nurmagomedov. Si jamais, mais ça, c'est pas compliqué. Mais non, j'ai vraiment hâte de voir parce que le premier combat qu'ils se sont battus contre, Whittaker avait gagné par décision. Ouais. C'est un combat quand même assez serré. C'était serré. C'était serré, mais Whittaker, dans le fond, Whittaker avait l'avantage de la vitesse. Whittaker, c'est pas un gros 185 livres. Hein. C'est un gars qui, d'après moi, sur une bonne diète, un bon régime, beaucoup de cardio, il serait capable de faire 170 livres. Romero, il est rapide aussi. Il a un bon cardio aussi. Mais c'est ça, il a moins de jus que Robert Whittaker. Whittaker, il a un cardio qui est... C'est un genre de Nick Diaz à 185 livres. Le cœur aussi. Et il a un bon menton aussi, ce qui est indispensable quand tu te bats contre Yoel Romero, parce que quand il rentre, il te frappe with bad intentions. À chacun des coups. Chacun des coups veut éteindre les lumières. Le jab, il vise le knockout. Oui, exactement. J'aimerais savoir la compilation de jab qu'il a lancé dans sa carrière. Mais on l'a vu dans son dernier combat contre Luke Rockhold. C'était d'une violence. Là. Mais c'est intéressant. Petit fait divers aussi, Yoel Romero, qui est ancien médaillé d'or justement en lutte pour Cuba, n'a pas été capable d'amener Robert Whittaker au sol. Pas une fois dans un combat 5 contre. Médaillé d'or, oui. Médaillé d'or, oui. Médaillé d'or en lutte. Médaillé, for sure. Quel jeu, on ne sait pas. Hein? Non, je sais pas. Olympique, me semble. Olympique. Bon point. J'ai aimé le sérieux avec lequel il va. Olympique. Me semble que oui. Le jeu olympique. Mais bref, c'est ça. Robert Whittaker qui a stoppé tous les takedowns à Yoel Romero. Je vais aller. Je vais essayer. Tantôt, Chuck, le combat de Clay Guida, puis c'était une chance d'être le combat de la soirée. Ouais. Selon moi, celui-là, ça va être le combat de la soirée. Ouais. Quand j'ai regardé en faisant la recherche pour le combat, Yoel Romero, dans son dernier combat, qui était contre. Excuse-moi, il a gagné contre Rockhold dans son dernier combat. Le baiser. Ouais. Juste avant, il avait perdu contre Whittaker, puis il avait gagné Fight of the Night. Puis dans son combat juste avant contre Weidman, a donné un KO au 3e round à Weidman, puis a gagné Performance of the Night. Avec le coup de genou à Avec le coup de genou meurtrier, le Weidman ne savait pas ce qui se passait, il avait perdu complètement la... Fait que dans ces 3 derniers combats, il y a un Fight of the Night. En passant, Weidman gagnait le combat avant de se faire knocker par Yoel Romero. Moi, je te confirme qu'il est en train de gagner. C'était à New York, c'était la première carte à New York. Fait que Yoel Romero, à ces 3 derniers combats, un Fight of the Night puis un Performance of the Night. Si on regarde Whittaker, dans ses 3 derniers combats contre Romero, mais je viens de le dire, Fight of the Night. Sa performance avant contre Souza, qui est une brute dans sa division. Tu parles pas de la tequila. Non, je parle de Jacari, l'alligator. Souza, KO au 2e round, performance de la soirée. Puis le 3e combat, c'était contre Bronson, Derek Bronson, qui a gagné par KO au 1er round. Performance et Fight of the Night. Fait que dans les 3 derniers combats de Whittaker, il y a 4 mentions de meilleure performance de la soirée ou Fight of the Night. D'un feu d'artifice, là, c'est la finale. Là, t'es la finale Benson and Edges. Là, t'as un cartoon de Benson and Edges pour fêter ça. En passant, les gars, juste petite intrusion là-dedans. Là, c'était médaille d'argent. C'est ça. Jeux olympiques de 2000. Ça fait quand même 18 ans de ça. Lesquels jeux? Jeux olympiques de 2000.
2000? Sydney? C'est les Lammers, ça? Quoi? Non, les Lammers, c'est l'hiver, ça. Je sais pas. Sydney en 2000, me semble. Je sais pas. Honnêtement, je suis pas un... Regarder, mais peu importe. Mais ça fait... Et en plus, Romero, ça fait pas super longtemps qu'il fait du MMA. En plus, il est quand même juste 13-2. Il a commencé très vieux, puis... 13-2, puis il a quel âge? 41? 41. Ben, je sais qu'il a passé 40. Ouais, il a passé... Ben, je pense qu'il y a 40. En tout cas, avec il est né en 77. Il est né en 77, fait qu'il a 41. Si on enlève la dernière défaite de la fiche de Romero, il est sur une séquence de 8 victoires en ligne. Whittaker est sur une séquence de 8 victoires en ligne. Je veux dire... C'est pas comparable à CM Punk. Oh que non. And I'm out. Oh que non, madame. Tous les ingrédients sont là pour une fin de soirée explosive. Avec les deux combats. Avec les deux, j'adore Whittaker. C'est une comparaison, je pense, qui est de loin meilleure que Michael Bisping. Mais moi, ce qui me dégage de Michael Bisping, c'est un combattant puis quelqu'un qui a l'air d'être un travaillant. Pas quelqu'un qui est venu avec tous les talents naturels. Whittaker n'a pas l'air d'être dominant dans aucune facette, mais il a tellement de l'air à travailler dur à tout ce qu'il fait que le succès suit. Puis sa recette continue. Depuis le Ultimate Fighter, ce gars-là, il était très bon, le Ultimate Fighter, mais une ascension. Continue comme ça, cette ascension. Et je pense que c'est une bonne chose que... Excuse-moi de te couper. C'est une bonne chose que Georges Saint-Pierre a décidé de ne pas vouloir défendre sa ceinture des 185 livres parce que Robert Whittaker ou même Yoel Romero, c'est des grosses commandes. C'est pas des Michael Bisping. Tu me demandes contre qui que je veux pas... Tu choisis contre qui tu veux pas te battre. Tu vas te battre contre quelqu'un, on va choisir n'importe qui. Contre qui tu veux pas te battre, si tu arrives dans l'UFC, c'est le premier que je choisis. Je dis lui, je veux pas me battre contre, c'est Yoel Romero. Ah, t'es fou. Demetrius Johnson. Lui, je garoche de l'argent dans le coin du UFC, puis je sais qu'il va aller le ramasser, puis je vais le knock. Surtout si t'as une phobie du poop, là. Tu veux pas te battre contre Yoel Romero. Mais votre prédiction pour finir, parce que ça fait quand même 1h49, c'est un long podcast. Ta prédiction, Max? Pour les raisons que je viens de te dire, travail acharné, continue de toujours monter de l'amélioration à chacun de ses combats. Robert Whittaker va garder sa ceinture. Robert Whittaker va garder sa ceinture. Oh, nice. I'm Batman. Moi, tu veux que j'aille? Ouais, vas-y. Écoute, autant que j'aime pas Yoel Romero, là, je pense que l'inactivité de Robert Whittaker va venir jouer un petit rôle dans ce game-là. Puis je pense qu'à cause de ça, Yoel Romero va le connecter. Puis moi, je dis Yoel Romero par knockout, 4e round à peu près. Oh, 4e round. 4e, c'est osé, ça. C'est pas... Whittaker a un cardio de feu. Puis j'aimerais ça. Un menton, ça n'a pas de cardio. T'as raison. J'ai pas eu le temps de voir c'est quoi la nature de la blessure, je me rappelle plus. Là. Je pense que c'était les genoux. C'est pas au dos ou au genou. Je pense que c'était le genou. Haut du corps, bas du corps. J'espère que c'est le genou pour lui, parce que le dos, c'est quand même assez important. Mais le genou, c'est important quand il y a le temps d'arrêter les takedowns ou de bouger. Ouais, et surtout de te tasser du chemin d'un gars qui... De tenir debout. Ou d'un gars qui veut t'arracher la tête. Ouais. Mais comme je vais dire avec toi, l'inactivité, puis l'activité aussi de Romero va faire en sorte que la combinaison de ces deux facteurs-là, moi je vais y aller avec Yoel Romero, premier round knockout. On s'est suivi pas mal sur toute la carte jusqu'à maintenant, mais là on a l'opinion, les trois quand même assez séparés. Là. Ouais. Je pense pas du même combattant. Si ça va pas pantoute sur la plus que ça va aller en longueur, plus que ça va être Robert Whittaker qui va prendre le edge sur le combat d'après moi. Bon, mais vous l'avez entendu ici à la clé de bras. Mais on est très excités pour cette. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu l'émission, je m'en allais dire de quoi sur le UFC de dimanche, mais je suis aussi bien de me taire parce que je vais poster ça après l'émission. Exactement. C'est bon. Fait que les boys, on se revoit dans 2 semaines. On va avoir les résultats. On va probablement faire le breakdown du UFC 226. Yes. J'imagine. Avec un petit retour sur la carte du 225, évidemment. Exactement. Puis on va essayer de checker nos prédictions, voir si on avait raison. Ouais, on va voir si on est dans le champ. Ou dans le 1000. Bon, fait que... Soyons dans le 1000. On se revoit. Comme le nombre de vues qu'on a eu. Fait qu'on s'en va dans 2 semaines, les boys. Ciao. C'est une différente tonne, ce chapitre? Oui.
voulais finir ça sur une bonne note, vu que c'est l'été. Ciao, bon soleil. J'ai une bonne fin en plus.